Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette nouvelle soirée des conférences repères et perspectives qui a donc pour thème ce soir: le citoyen peut-il reprendre le contrôle de la finance? Le citoyen peut-il reprendre le contrôle de la finance? Sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter nos trois invités. Tout d'abord, Robert Hoffel, bonsoir. Vous êtes le président de l'autorité des marchés financiers depuis maintenant 2 ans et demi, après avoir fait, je crois, l'essentiel de votre carrière à la Banque de France. L'AMF qui a pour mission principale de veiller à la protection de notre épargne, à la bonne information des investisseurs, ça il faudra que vous nous en disiez un mot, et puis au bon fonctionnement plus largement des marchés financiers. À côté de vous, Eva Sadoun, bonsoir. Vous êtes la présidente et la cofondatrice de lita.co, 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 c'est comme ça qu'on prononce, plateforme d'investissement participatif pour que les particuliers puissent investir dans des entreprises durables et avec un impact positif. Alors évidemment, vous nous en direz plus sur ce que cela signifie. Et à vos côtés, Pierre Valentin, bonsoir. Et vous êtes, vous, le président du directoire d'Ecofi Investissement, qui est une filiale du Crédit Coopératif. Là aussi, vous nous direz précisément dans quel domaine vous agissez. Vous allez nous aider tous les trois à réfléchir, nous éclairer, peut-être aussi nous rassurer. Et je dis ça parce que pour ce qui est de ce secteur de la finance, en préparant, je vous disais qu'il y avait 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui n'y comprennent rien, et ceux qui comprennent trop bien. En tout cas, souvent, c'est la méfiance. C'est la méfiance qui domine. Et je voudrais que nous commencions par ce diagnostic, parce que cette question, le citoyen peut-il reprendre le contrôle de la finance, elle sous-entend 2 choses. D'abord que nous en avons peut-être un jour eu le contrôle, et d'autre part que nous l'avons perdu. Alors ma première question, Robert Hoffel, peut-être elle sera pour vous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Avons-nous perdu le contrôle de la finance, et si oui, à quand remonterait cette perte de contrôle? La finance, c'est un terme tellement général que j'ai du mal à répondre directement à cette question. La finance, elle se manifeste de bien des manières, hein. C'est souvent, on pense le système bancaire, on pense les marchés, on pense... Et par construction, on encadre, on supervise, on fait des règles, mais le contrôle, je dirais le contrôle de la finance, il est fait par les superviseurs. Les citoyens y concourent parce que quelque part, le cadre réglementaire, le cadre législatif, il est issu du dialogue et de la démarche citoyenne. Il y concourt parce que on voit très clairement que des mouvements d'opinion ont une influence très forte sur la manière dont le système financier évolue. Il suffit de voir aujourd'hui tout le débat autour de la finance durable, et la contribution de la finance à une croissance économique qui soit soutenable. Donc on y participe un petit peu aussi, mais c'est assez mineur en tant qu'épargnant, en tant que consommateur de produits financiers. Et donc le citoyen, il a lui aussi de multiples facettes, mais fondamentalement, le contrôle, comme toutes les activités économiques, le contrôle de ces activités, c'est la conjonction d'un certain nombre d'interactions. Le citoyen y a une part très forte, et quelque part, d'ailleurs, le régulateur que je suis tient son mandat de la démarche citoyenne. On n'est pas une bulle sortie du... Alors, si je peux reformuler la question, du coup, à la place qui est la vôtre, est-ce que vous avez, rassurez-nous en tout cas, le sentiment parfois que le secteur fonctionne en roue libre,
hors de contrôle? Parce que ça, c'est parfois le sentiment des citoyens. Non, alors, ça, c'est un sentiment. Évidemment, quand vous parlez à l'industrie financière, vous avez un sentiment totalement inverse qui consiste à dire on est enserré dans une avalanche de réglementation. Je ne sais pas si vous confirmerez, mais parfois, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de réglementation qu'on n'est pas en roue libre. Et parfois, les réglementations sont tellement compliquées que... il y a eu un fait quand même générateur extrêmement fort qui a cristallisé un certain nombre de critiques. C'était la grande crise financière de 2008 qui en Europe s'est poursuivie par une crise des dettes souveraines. À l'issue de ça, on a pris un certain nombre de mesures pour précisément éviter la roue libre qui avait pu conduire à contribuer à cette crise. On dit souvent que l'essentiel de la réforme, qui est introduite depuis, c'est rendre le système financier plus solide, éviter les défauts de grands acteurs financiers qui, finalement, devraient être couverts par les citoyens. Ça, c'est un aspect des réformes qui ont été faites. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, et on y reviendra, ça a été de dire il faut modifier les incitations. C'est-à-dire que le système financier a comme d'autres, mais c'est particulièrement fort dans le système financier, a une incitation au profit de court terme, au détriment, prendre des risques disproportionnés de court terme, au détriment d'une stabilité de moyen terme. Il y a une politique qui a été mise en œuvre pour des avantages, mais pour dire la rémunération des gens qui prennent des risques, il faut l'encadrer, pour revenir dessus, pour éviter que ces preneurs de risques mettent l'ensemble du système économique en risque. Et puis il y a d'autres réformes qui sont intervenues, qui sont aussi très importantes vis-à-vis des... C'est de dire, attendez, vous ne pouvez pas proposer des placements sans expliquer exactement de quoi il s'agit aux épargnants et proposer des placements qui ne sont pas adaptés à la situation de la personne qui vient vous voir. Vous ne pouvez pas proposer des crédits en francs suisses de long terme à quelqu'un qui n'a aucun revenu en francs suisses et sous prétexte qu'au moment où il arrive, le taux est favorable. Ça se retourne et on voit que ce sont des choses qui étaient possibles et qui maintenant ne le sont plus. Ces deux éléments-là sont des éléments, dans mon esprit, très importants de réformes qui sont intervenues. Alors, il y a déjà beaucoup de choses dans ce que vous venez... Non, mais c'est très important parce que ça nous permet de bien poser le débat. Ce que je propose, c'est qu'on continue ce premier tour de table avec vous, Eva Sadoun. Je vous pose un peu la même question. Quel regard vous portez sur cette espèce de procès permanent qui est instruit encore aujourd'hui, plus de 10 ans, 12 ans maintenant quasiment, après cette grande crise financière de 2008 ? Alors pour moi, le procès, il est lié à une crise de l'information. Plus que lié en fait intrinsèquement à la crise de 2008. C'est qu'en fait la crise de 2008, personne n'y a rien compris, et la finance aujourd'hui, personne n'y comprend rien. Donc les gens associent le cataclysme financier qui s'est passé dans le passé, en confondant d'ailleurs les différentes crises qui ont succédé, à la finance et à l'épargne telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais en fait là, il y a un sujet essentiel, c'est que les gens aujourd'hui, le grand public ne comprend pas ce qui se cache derrière ses livrets réglementés, son assurance vie, pour parler vraiment de manière très concrète. Quand je mets mon argent en banque, qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là ? Donc, nous, on l'a vraiment constaté. Et moi, j'ai eu, voilà, vous voyez, témoigner, je ne suis pas très âgée. J'ai eu mon baccalauréat en 2008, justement. Et donc, du coup, ça a été un cataclysme, en fait, de voir à quel point un secteur qui était... d'un point de vue extérieur, quelque chose d'indépendant, en fait, a eu un impact énorme sur l'ensemble de l'économie. Et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai étudié beaucoup la finance, les circuits, etc. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que, malgré qu'on ait tant de liquidités dans l'économie, il y a un problème de financement si tangible de l'économie réelle, et pourquoi est-ce qu'on arrive à une situation dans laquelle le PIB mondial ne représente que 1/4 de la taille du secteur financier.
C'est vraiment très simple le constat, c'est de se dire le but de la finance étant de financer l'économie réelle. Aujourd'hui, on a un secteur financier qui tourne en vase clos. Et donc le sujet, c'était de dire comment est-ce qu'on replace la finance dans l'économie réelle et comment est-ce qu'on fait de la pédagogie et de la démocratisation. Parce qu'à moins de faire des études supérieures ou travailler dans le secteur financier, il est très difficile d'avoir accès à l'information sur comment est-ce que le secteur financier fonctionne. Donc ce regard, il a fait émerger une démarche entrepreneuriale dans l'objectif, qui s'inscrit dans le cadre de cette finance solidaire qu'on peut définir très rapidement, qui est la finance qui connecte l'argent et les entreprises et les associations qui développent des projets durables et soutenables pour la société. Donc on a voulu le faire avec un outil digital qui permettait de rendre accessible plus facilement cette finance solidaire, de démocratiser la manière dont les entreprises fonctionnent et comment la finance peut supporter ces entreprises. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet qui pour nous est fondamental, c'est remettre de la transparence globale sur l'ensemble du secteur financier et de comprendre les impacts sociaux et environnementaux et les sous-jacents de l'épargne. Et c'est pourquoi on a une nouvelle démarche qui est une application permettant d'analyser justement ce qui se cache derrière les livrets réglementés, derrière la finance classique, derrière les produits d'épargne. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré qu'effectivement le secteur financier soit un des secteurs les plus régulés au monde, c'est un des secteurs sur lesquels on arrive le moins à trouver d'informations, et surtout d'informations homogènes, liées notamment à l'impact climatique, à l'impact social, mais tout simplement à la visibilité sur les sous-jacents. Quand j'ai 1 euro sur mon livret A chez BNP, quel est le taux de centralisation? Qu'est-ce que la Caisse des dépôts va gérer? Comment elle va le gérer en totalité? On a une partie, mais on n'a pas toute l'information. Côté banque, la partie qui est gérée par la banque, comment est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est prêtée, est-ce qu'elle est mise en réserve, etc. Et c'est toutes ces informations qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Et si on remet en fait de la transparence, je pense qu'on pourra peut-être rassurer le citoyen sur l'usage de son épargne. Alors, on va parler de la transparence. Pierre-Valentin, je vous pose un peu la même question et peut-être aussi sous forme de témoignage. Vous pouvez nous dire, vous, comment est-ce que vous avez vécu toutes ces années de crise, ces années de défiance, et quel regard rétrospectivement vous portez sur le regard précisément de la société aujourd'hui sur la finance? Je crois qu'effectivement, la crise financière est une date absolument clé, mais pour bien comprendre ce qui se passe, moi je trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut remonter aux années 80. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une série de phénomènes qui commencent aux années 80. Par exemple, en 1980, et ceci n'avait quasiment pas changé depuis 1945, le salaire dans la finance aux États-Unis, c'était à peu près le même salaire que dans le reste des activités. Et la part du PIB, la part des profits que représentait l'industrie financière était assez limitée. Je crois que c'était de l'ordre de 20%. Entre 1980 et 2007, on a un mouvement en ligne droite qui fait que la part des profits de la finance double et les salaires, les rémunérations dans la finance passent de l'équivalent d'une rémunération hors de la finance à peu près 2 fois la rémunération des entreprises non financières. Alors là-dessus, il faut peut-être expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que finalement, on arrive à faire une croissance de l'activité financière beaucoup plus importante que la croissance du PIB. Et c'est assez notable quand vous regardez les bilans des banques, par exemple. Quand vous étiez à l'époque une banque française, contrairement aux entreprises non financières qui se disaient si je veux de la croissance, il faut que j'aille dans les pays émergents, en France, il y avait une croissance des bilans qui était entre 8 et 10%. Alors que le PIB, il croissait, mettons de 2% en volume et 2% d'inflation, donc 4%. Donc vous voyez, la finance croissait à peu près 2 fois plus vite, en tout cas si on prend comme mesure de cela le bilan des banques, que les entreprises non financières. Donc ce qui se passe en 2008, finalement, c'est un petit peu l'arrêt de quelque chose qui ne pouvait pas forcément aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'à ce moment-là, on a effectivement cette prise de conscience des citoyens qui repose fondamentalement sur 3 phénomènes. Premièrement, les gens se posent des questions sur les risques dans les banques. A priori, un banquier, c'est quelqu'un de prudent. C'est d'ailleurs quelqu'un qui souvent vous refuse à juste titre un crédit. Parce que dans une banque, s'il y a trop de crédits qui ne sont pas remboursés, c'est la faillite de la banque, donc ça veut dire aussi que vos dépôts sont mal en point. Mais comment se fait-il qu'on puisse avoir cette vision du risque quand on est banquier face à son client et que s'agissant des placements que la banque fait, parce qu'une banque,
elle ne fait pas que des crédits, elle place le surplus qu'elle peut avoir en titres, pour l'essentiel. Comment ça se fait que sur ces titres, elle ait pris tant de risques? Comment ça se fait qu'il y ait des départements entiers d'une banque que l'on charge de prendre des positions au jour le jour, éventuellement assez spéculatives? Comment est-ce que ça peut être un métier d'une banque de prendre des risques, alors que le métier de la banque, c'est de ne pas en prendre, ou d'en prendre le moins possible quand elle octroie des crédits à ses clients? Donc là, il y a, je pense, quelque chose qui n'est pas clair et qui nécessite très certainement des remises en cause et des explications qui vont venir entre la crise financière et puis aujourd'hui, même si évidemment tout n'est pas réglé. Donc je crois que ça, c'est le premier sujet de perplexité, je dirais, des consommateurs, des citoyens. Le deuxième, c'est évidemment la question, et vous l'avez dit déjà, c'est la question de la transparence. Bon, je dépose de l'argent dans une banque. Qu'est-ce qui est fait de mon argent? À quel secteur prête-t-on? Est-ce que je peux le savoir? Est-ce que je peux l'influencer? Et là, il y a un certain nombre de banques dont je fais partie ont pris des initiatives justement de restitution d'informations. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis c'est compliqué aussi de donner beaucoup d'informations dans ce domaine. Et donc c'est cette question de la transparence. La dernière question qu'on n'a pas trop abordée, mais qui me paraît fondamentale aussi, c'est la question des excès en matière, je dirais, un peu d'éthique. Donc la question de la rémunération fait partie, je crois, de ces incompris des consommateurs. Comment se fait-il que dans ce secteur, on puisse avoir autant de rémunération? Qu'est-ce qu'ils font de si extraordinaire pour mériter d'avoir des rémunérations qui représentent 5, 6, 7 fois leur rémunération fixe, surtout sur la base de spéculation? Bon, alors si on gagne... Maintenant, on ne peut pas faire plus de 2 fois. On ne peut pas faire plus de j'évoquais fois. la question de ce qui s'est passé jusqu'à la crise financière et au moment de la crise financière. D'ailleurs, maintenant, on ne peut pas faire plus de 2 fois, alors que dans les entreprises non financières, aujourd'hui, on peut faire plus de 2 fois. Donc, la situation s'est un peu renversée. Donc l'éthique, de même dans ces questions d'éthique aussi, que font les banques avec tous ces montages dans les paradis fiscaux et judiciaires? Pourquoi ont-elles besoin d'aller dans ces pays? Pour quels clients? Pour quel montage éventuellement pour compte propre? Donc voilà, ces 3 idées, éthique, transparence et risque, me paraissent quand même au cœur des questions qui sont posées. Et je pense que pour rassurer les clients des banques, et aussi les clients d'ailleurs, parce que c'est un point très important, dans la finance, il n'y a pas que la banque, il y a tous les fonds d'investissement que vous pouvez souscrire et qui sont gérés majoritairement par des sociétés qui ne sont pas des filiales de banque. Bon, il se trouve que la société que je représente ici, Ecofi Investissement, est une filiale de banque qui gère des fonds d'investissement, des SICAV, des fonds communs de placement, mais il y a 600 sociétés de ce type en France et la plupart ne sont pas des filiales de banque. Donc là, il y a traditionnellement une transparence plus grande parce qu'on a la possibilité souvent de savoir ce qu'il y a dans les fonds, mais quand même, il y a aussi des questions du même ordre. Ce qui est bien, c'est que là, vous venez de me souffler 3 questions que je voulais poser à Robert Ophèle ce soir. La question des risques, la question de la transparence et puis la question de l'éthique, dans laquelle vous mettez la question de la rémunération. Sur ces 3 points, en essayant d'être le plus pédagogue possible, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait et ce qu'on fait de mieux par rapport à ce qui se faisait avant la crise de 2008? Alors, je vais d'abord dire que le diagnostic global, il est un peu faussé. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il s'applique totalement au système français. Parce que tous les errements qui ont été soulevés sont essentiellement quand même été constatés dans la finance anglo-saxonne et américaine. Mais on a bien vu que nos systèmes étaient interdépendants. Oui, ils sont interdépendants, mais moi j'observe que le système, par exemple, bancaire français, a eu un soutien très limité des pouvoirs publics lors de la crise, qui d'ailleurs, in fine, ont été bénéficiaires de ce soutien. Le seul vrai défaut que nous avons eu, c'est Dexia, qui était une banque en partie publique et qui était belge. Il n'y a pas eu de défaut en France. Il n'y a pas eu non plus de coupure dans l'alimentation du crédit. En France, la France est un pays au contraire, même un problème sur lequel
l'allocation de crédit est le plus large en Europe. On est sur une croissance de l'ordre de 5% par an depuis 10 ans, que ce soit des crédits aux ménages ou des crédits aux entreprises. Ça ne veut pas dire que tout soit couvert, mais il y a une très forte... Il faut avoir en tête que le système bancaire français accorde ses crédits, très nombreux, à un taux qui, en moyenne, est inférieur de 50 points de base aux crédits qui sont accordés dans le reste de l'Union européenne, c'est-à-dire à des gens qui ont l'euro comme monnaie. 50 points de base de moins. Il faut aussi avoir en tête que les dépôts sont rémunérés en France, en moyenne, 50 points de base de plus que le reste de l'Union. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a pas des problèmes de transparence, d'éthique, mais je veux dire, le diagnostic qui est sévère, il est souvent commandé par des exemples de la finance américaine. Et d'ailleurs, j'observe que cette finance américaine, aujourd'hui, elle est beaucoup plus puissante qu'elle était il y a 10 ans. Ce qui n'est pas rassurant. Beaucoup plus puissante, beaucoup plus puissante. Et même en Europe, ce qu'on appelle la banque d'investissement, les banques d'investissement qui comptent dans le monde, ce ne sont plus des banques européennes. Ce sont des banques essentiellement américaines. Alors, vous me posiez la question de la transparence. La transparence, c'est un sujet complexe parce que faire de la transparence dans les banques... Parce qu'on parle de choses complexes, précisément. Non, mais je veux dire, si je prends le prospectus d'une banque, BNP ou autre, ou BPCE, il y a 700 pages de documents. Et à un moment, le problème, c'est que quand on donne énormément de choses, on ne sait plus où trouver l'information qui intéresse chacun. Et ça, c'est une vraie complexité. Je crois quand même qu'il faut avoir en tête quelque chose. C'est qu'un établissement financier, il fait de l'intermédiation. L'intermédiation, vous faites des dépôts. Ces dépôts sont garantis, par ailleurs, jusqu'à quand même 100 000 euros, ce qui n'est pas totalement négligeable. Et derrière, il prend ses risques en faisant des crédits. Il prend ses risques, lui, pas vous, puisque votre dépôt est garanti. Par contre, quand vous investissez, donc la transparence qu'on peut demander n'est pas la même que celle que l'on va demander à un fonds ou à une plateforme de crowdfunding dans lequel c'est vous qui allez porter le risque. Et donc, vous voulez savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et si ça correspond à vos convictions, d'ailleurs, convictions qui peuvent être... On va y venir. Voilà. Et là, on a une transparence qui est beaucoup plus forte, même si on a encore des progrès à faire, parce que précisément, quand on a des convictions, on veut être sûr que l'investissement correspond à ces convictions. Et ce n'est pas absolument certain quand on a un détail de portefeuille où on ne connaît pas forcément les choses. Mais je voulais quand même apporter ce point. Il y a finance et finance. Je ne veux pas dire que la finance européenne et la finance française, c'est formidable, alors que la finance anglo-saxonne, c'est très mauvais. Mais je voudrais aussi... Juste un point, parce que la crise, on le sait, c'est subprime. Hein, on a dit subprime. C'est quoi les subprimes? C'était une idée qui était américaine, qui était avant tout une idée politique. Après, il y a eu des dévoiements, mais qui consistait à dire « je veux une population de propriétaires. Pour aider les gens à être propriétaires, je vais faire des crédits. Je vais faire des crédits à des gens qui ne sont pas toujours solvables. Mais... en mettant l'ensemble de ces crédits, en les titrisant, c'est-à-dire au lieu de les financer un par un, j'en prends 1000, ces prêts un peu subprime, pas terrible, avec une solvabilité douteuse, mais comme j'en prends 1000,
eh ben, On réduit le risque. on réduit le risque. Et ça, c'est un choix politique qui est fait à l'origine. Alors après, la finance s'en est mêlée et il y a eu des excès. Mais je voulais, et ça met en évidence quand même que la finance, c'est aussi des choix politiques à la base, et qu'il peut y avoir des bonnes intentions peuvent être dévoyées. Voilà. Je voudrais, parce qu'il va quand même falloir qu'on vienne, après cette phase de diagnostic, à toutes les initiatives qui sont prises ces dernières années, peut-être sous l'effet de la prise de conscience des citoyens. Quand même, un mot de précision, Eva Sadoun, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Les liquidités n'ont jamais été aussi importantes, et en même temps, les difficultés de financement, pour beaucoup de Français, sont toujours là. Ça vient d'où ? Ça vient effectivement du fait qu'aujourd'hui, le secteur financier, il n'est pas structuré pour financer les entreprises de l'économie réelle. Comme vous dites, on a garanti une partie des produits pour pouvoir, typiquement sur l'assurance vie, les fonds euros qui représentent la plus grosse partie de l'assurance vie, elle a servi, de moins en moins, parce qu'on sait que les obligations d'État rapportent de moins en moins, mais en tout cas, elle a servi pendant très longtemps à financer la dette souveraine. Donc quand même une grosse partie de l'épargne des Français, je ne vais pas dire une bêtise, mais si mes souvenirs sont bons, c'est 30% à peu près l'assurance vie. Sur l'épargne, sur les 4 500 milliards d'épargne, c'est à peu près 30%. Et dans ces 30%, on a une partie extrêmement majoritaire qui va dans les fonds euros. Donc déjà, on a une partie de l'épargne qui est dédiée, garantie par l'État pour financer la dette de l'État. Le but, c'est de faire de la pédagogie, donc on va un peu simplifier, mais bon, il y a quand même beaucoup de ça. Il y a une autre partie de l'épargne qui est assez significative, 7% quand même, qui sont les livrets réglementés. Donc ces livrets réglementés, ils permettent de financer essentiellement l'activité d'investissement de la Caisse des dépôts, en majorité pas mal de projets publics, mais là pour le coup, du logement social du notamment. Logement social, et une autre partie du fonds d'épargne, quand même significative, à peu près 30%, finance des actions et des obligations d'entreprise ou de la dette souveraine également, d'entreprises cotées en bourse. Sur la partie qui est cotée et la partie non fonds euros de l'épargne, les titres vifs, etc., on est quand même essentiellement sur aujourd'hui de l'investissement coté qui, lui, est liquide, en fait, et qui permet en fait de structurer des produits d'assurance vie sur lesquels, c'est de l'épargne moyen terme, mais on peut quand même avoir une certaine sécurité quant au fait de récupérer notre argent. Pareil sur les fonds en fait, d'investissement responsable, la majeure partie de l'investissement socialement responsable, à 90 à 95%, sont des fonds cotés, en fait, avec de l'évaluation de critères sociaux, environnementaux, qu'on nomme ESG, qui nous permettent, même si c'est des entreprises cotées, de sélectionner selon des critères ou d'avoir des stratégies d'exclusion. On va se dire on va exclure certains secteurs parce qu'on considère qu'ils ne sont pas alignés avec une politique environnementale vertueuse. On va décider d'avoir des fonds qui choisissent les entreprises qui se comportent le mieux selon certains critères. Encore une fois, je simplifie. Et une dernière partie de ces fonds qui vont faire ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial. Ça veut dire, encore pour simplifier, on prend les actions dans les pires boîtes et on essaye, en fait, en étant présent lors de l'Assemblée générale, de prendre des décisions pour améliorer l'économie. On attend en fait de l'épargne qu'elle soit ultra liquide. Donc ça, c'est un problème de notre société, court-termiste, ultra liquide. Sauf que l'économie réelle... Donc ça vient aussi un petit peu de chacun d'entre nous. Je pense que ça vient d'une éducation financière qu'on a fait des Français, parce que ça satisfaisait quand même nos ambitions de financement, de soutien d'une certaine partie de l'économie, etc. Donc, mais effectivement, derrière, ça a influencé l'idéologie même de ce que doit être un produit d'épargne pour les Français. C'est quelque chose de court terme et de liquide. Et même si, et on le voit, que ce n'est pas forcément quelque chose de rentable, même si le taux du livret A a été refixé à 0,5%, les encours du livret A n'ont jamais été aussi, des livrets réglementés, n'ont jamais été aussi importants. Donc finalement, c'est vraiment ce que recherchent les gens. Sauf que l'économie réelle, donc, ou que ce soit les nouvelles entreprises ou les entreprises un peu plus matures mais qui ne sont pas cotées sur les marchés, elles ont besoin de fonds un peu plus patients. Et notamment dans cette économie durable qui, elle, intègre des problématiques sociales et environnementales dans sa stratégie. Et quand on intègre des problématiques sociales et environnementales, pour encore faire très simple, on va choisir de prendre un fournisseur local qui va nous coûter plus cher, de mieux rémunérer le travail, de payer pour les ressources qu'on consomme, etc., de faire de l'inclusion, de faire de l'aménagement territorial pour ne pas complètement
déforester une région quand on va agir, par exemple, dans des pays africains, etc. Donc, on intègre en fait des problématiques sociales et environnementales qui ont forcément un impact sur le retour sur investissement, sur la profitabilité des entreprises. Donc ces entreprises-là vont avoir besoin de capital plus patient. Donc ça positionne l'épargne comme quelque chose de moins liquide à court terme. On ne va pas pouvoir récupérer notre mise à la seconde, mais sur une épargne un peu plus moyen terme, mais en même temps plus résiliente. Pierre Valentin, je voulais vous poser la même question sur les raisons, selon vous, de cette déconnexion entre l'abondance de liquidités et puis les difficultés de financement de tout un chacun. D'abord, il faudrait s'entendre sur le nombre de dossiers de crédit qui sont refusés. Il y a des difficultés de financement, c'est évident, mais il y a quand même une très très grande majorité des crédits auxquels les banques acceptent de consentir. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on est de l'ordre de 90%. Robert Ophel. C'est massif. Bon. D'ailleurs, le diagnostic aujourd'hui, c'est que le crédit va trop vite. Il va trop vite. On accorde des crédits à des gens qui sont déjà très endettés et on accorde des crédits sur des... On voit bien le crédit. On vient de demander aux banques de ne pas prêter à plus de 25 ans dans le crédit à l'habitat parce qu'on commençait à prêter à 30 ans, par exemple. Donc mais là, on parle de l'habitat, mais sur la question des entreprises, oui, des entrepreneurs fait, qui ont besoin de se financer. Souvent, on a le sentiment qu'à ce niveau-là, en tout cas, il y a c'est des pareil, on est à plus de 6%. D'accord. Mais je voudrais revenir quand même là-dessus parce que c'est finalement quelque chose d'assez simple. Une banque, c'est souvent une entreprise. Alors, pas toutes les banques, il y en a qui sont un peu plus prudentes, mais c'est une entreprise qui peut avoir des fonds propres qui sont relativement limités par rapport à la taille de son bilan. Ça veut dire que les crédits qui sont à l'actif de la banque, mettons qu'au total, ils soient de 100, vous empruntez en tant que banque, à travers les dépôts qui sont pour la banque un emprunt que vous faites aux clients, ou à travers d'autres ressources que vous empruntez aussi, vous empruntez, mettons, 95 ou 97, et vous faites avec ça des crédits, et vous n'avez que 3 ou 5 de fonds propres. Ça veut dire que si simplement 3% de vos crédits ne sont pas remboursés du tout, ou de vos actifs, qui sont des crédits ou des obligations, donc qui sont d'autres formes de crédit, eh bien, il n'y a plus de fonds propres dans la banque. Donc, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir la responsabilité de prêter avec, en gros, 95% de chances d'être remboursé? Ça, c'est le premier aspect. Les banquiers, s'ils ne font pas ça, ils mettent en cause la sécurité des dépôts. Robert Ophel a souligné que les dépôts étaient garantis, mais enfin, ils ne sont garantis que jusqu'à 100 000 euros, d'une part. Et puis, il y a d'autres ressources que la banque emprunte et qui mettraient en cause, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des agents économiques. Donc, la responsabilité des banquiers est énorme. Et ils ont par ailleurs une certaine responsabilité sociale aussi sur la façon d'accepter les crédits. Il y a des façons d'accepter les crédits qui peut-être à court terme paraissent positives, mais quand vous demandez à un entrepreneur de mettre sa caution personnelle sur un dossier qui est mal ficelé, est-ce que vraiment c'est une action de financement qu'on souhaite que les banquiers généralisent? Moi, je ne trouve pas. Je préférerais qu'il y ait des dispositifs de garantie un peu plus astucieux et socialement un peu plus responsables. Donc, fondamentalement, je crois que cette question de la difficulté de financement, qui est une question un peu bateau, qui revient très souvent, qui a une certaine réalité. Sinon, d'ailleurs, ma voisine n'aurait pas le succès qu'elle est dans ces entreprises de crowdfunding. Mais quand même, globalement, je pense que c'est assez sain que les banquiers exigent une discipline financière forte de la part des emprunteurs. Le refus, ça fait partie du métier et du savoir-faire. Oui, quand il est justifié. Ouais. Bon, et puis aussi, il faut dire que les entreprises qui se créent devraient plutôt essayer de se financer à partir de fonds propres, donc de capital, plutôt que de crédit, parce que, encore une fois, les banquiers ayant cette contrainte très forte, ils ne peuvent pas prendre des risques trop importants. Mais je voudrais revenir quand même sur la question de la transparence, même si vous ne me l'avez pas posée. Mais allez-y. Pour dire qu'il y a quand même plein de moyens de faire progresser la situation.
Dans la banque à laquelle j'appartiens, on ne présente pas, dans nos rapports, on ne présente pas notre bilan simplement sous la forme actif-passif. Non. Le passif, on dit, c'est d'où vient l'argent, et l'actif, c'est où va l'argent. Déjà, pour tout le monde, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et on essaye, et on y arrive d'ailleurs, de donner le maximum d'informations sur l'ensemble de nos sources de financement, donc d'où vient l'argent. Ben, on dit il y a tant de pourcents de dépôts, il y a tant de pourcents qu'on emprunte, il y a tant de pourcents qui sont nos fonds propres, donc, notre capital, nos bénéfices non distribués. Et puis du côté de l'utilisation de l'argent, on dit ben voilà, on a tant de pourcents de crédit, on a tant de pourcents qu'on laisse à la Banque centrale, on a tant de pourcents de titres, et voilà le type de titres qu'on accepte d'acheter, etc. Et on a même, il existe un mouvement de banque qui va encore beaucoup plus loin que cela et qui permet à chaque déposant d'avoir la liste de tous les crédits. Hein, on fait ça sur Google Maps, donc on peut avoir tous les crédits de la banque, et très souvent, ceci est fait pas seulement pour informer, mais aussi dans le cadre d'une politique de crédit durable. Donc ce sont ces banques alternatives qui ne prêtent en gros qu'à des secteurs de l'économie durable, donc l'agriculture bio, les énergies renouvelables, le secteur social, etc. Donc il y a un peu une liste comme ça d'activités soutenables, et vous avez cette possibilité des banques, des clients des banques, de se réapproprier la politique de la banque. Nous-mêmes, on a créé des catégories de dépôts. Donc, si par exemple vous souscrivez des dépôts Agir pour la planète, eh bien, nous, en tant que banque, nous garantissons qu'il y a au moins autant d'argent qui sera prêté dans un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs favorables à l'environnement. Donc, c'est du côté de, à la fois l'organisation des banques, si elles ont envie évidemment de ça, et du côté de la demande des consommateurs qu'on peut faire changer les conditions de transparence. Alors, je vous ai bien entendu, vous avez dit on peut faire en sorte que les clients se réapproprient l'activité de la banque. On est donc, on s'approche du cœur de notre sujet, puisque la promesse ce soir, c'est que on se pose ensemble la question de savoir comment chacun, à son niveau, qu'on soit investisseur, qu'on ait besoin d'argent ou qu'on ait de l'épargne à placer, comment est-ce qu'on peut utiliser cette finance qui a si mauvaise presse, comme on l'a dit. Je voudrais d'abord un point de définition maintenant sur ce qu'est la finance citoyenne, la finance responsable. Ce sont des vocables qui sont, qui sont à la mode. Peut-être aussi un petit point d'histoire, Robert Ophel, sur d'abord donc, est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que c'est apparu avant ou après 2008? Et puis donc aussi un petit point de définition, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Non, c'est pas nouveau, mais il est clair que c'est en train de prendre une dimension totalement nouvelle. Et ça la prend d'ailleurs sous la pression des citoyens. C'est pas en grande partie, c'est pas. Et derrière la question qui évidemment est importante, mais c'est quoi la définition? Et là, le problème, c'est que chacun a sa définition souvent. Et chacun a ses définitions localement, mais même en Europe ou dans le monde. Et le défi d'aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord sur des repères communs. Ce qu'on appelle, par exemple, dans la finance verte, une taxinomie qu'est-ce que ça veut dire financer quelque chose qui soit compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Ça veut dire quoi, dans quel secteur? Et donc, il faut se mettre d'accord. Et les dimensions qu'on appelle ESG, c'est-à-dire le S étant pour le social, hein, et tout ça appelle des définitions un peu précises pour qu'on puisse s'y repérer. Mais là, est-ce que c'est votre rôle à vous, régulateur, ou il y a le législateur qui doit intervenir? C'est une dynamique entre des experts, des domaines, des chercheurs, des scientifiques. C'est une dynamique entre des régulateurs, et c'est une dynamique avec le pouvoir politique, parce qu'in fine, c'est lui qui doit faciliter la fixation de ces
de ces repères. Il y a un point qui, pour nous, est très important, et ça vient d'être dit, il y a un certain nombre d'établissements qui prennent des engagements particuliers. Ils disent, moi, je vais financer, moi, je sors du charbon en 2020 ou en 2030, ou moi, je fais... Et là, on dit, mais d'accord, vous le dites, mais est-ce que vous le faites? Enfin, et nous avons une responsabilité en tant que régulateur et on s'organise maintenant pour le faire, pour dire, si vous prenez des engagements publics qui ne sont pas des engagements de respecter la réglementation, vous dites, je vais faire plus, je vais faire des choses. Ben, nous, on va vérifier que vous faites exactement, vous faites à peu près, disons, ce que vous avez dit que vous allez faire, ou que vous expliquez pourquoi vous ne le faites pas. Hein. Ça vous demande beaucoup plus de travail. Vous en avez les moyens, c'est ma question. Alors, on est en train de se mettre en ordre de marche pour, à partir de cette année, avec mes collègues qui surveillent les banques, faire un rapport sur les engagements qui sont pris et la manière dont ils sont respectés. Est-ce que ça fait un peu penser à ce qui se passe chez les industriels, par exemple, de l'agroalimentaire, qui ont tendance à faire du greenwashing? Est-ce qu'il y a le même risque? C'est le risque absolu. Et ça, ce serait le désastre total. Parce que d'abord, on a besoin des investissements dans ces secteurs-là pour financer cette transition. On a besoin de ces investissements et quelque part, il est clair que une petite réconciliation, je ne sais pas, mais un rapprochement entre la finance et le citoyen passe par le fait qu'on considère qu'effectivement la finance permet de réaliser ces investissements qui vont permettre, par exemple, la transition énergétique. Et donc, c'est un vrai défi pour tout le monde d'éviter ce greenwashing, qui est une tendance absolument naturelle. Mais là, ça c'est pas possible. On peut pas faire un argument commercial sur un mensonge ou sur une ambiguïté qui n'est pas constructive, en l'occurrence. Eva Sadoun, même question. À la place qui est la vôtre, la finance citoyenne, la finance responsable, qu'est-ce que c'est? Et là, pour le coup, peut-être un peu plus dans le témoignage, puisque vous êtes une actrice de ce secteur. Elle n'a pas été définie au niveau des taxonomies européennes ou au niveau des politiques publiques, mais elle a une définition sectorielle, et notamment en France, on est très avant-gardiste sur ces questions. En France, l'investissement responsable, il intègre il y a deux familles majoritaires, la famille de l'investissement responsable et la famille de la finance solidaire. La famille de l'investissement responsable, c'est une famille d'actifs dont les sous-jacents sont des actifs classiques, mais qu'on réévalue selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ce que ne font pas les marchés. Donc du coup, c'est les gestionnaires d'actifs qui vont faire cette évaluation pour savoir l'impact climatique, l'alignement avec les scénarios 2 degrés, parce qu'en fait, on vote des politiques publiques d'alignement avec certains scénarios, etc. Mais derrière, on ne demande pas aux acteurs financiers d'aligner leur stratégie. En tout cas, on ne régule pas suffisamment à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un vrai besoin, comme aujourd'hui quand l'AMF vérifie que le particulier ait bien accepté les risques financiers ou quoi de tels produits, qu'il ait aussi accepté les risques climatiques ou sociaux de tels produits. Ensuite, il y a du coup cette famille, moi que je représente plus, qui est la famille de la finance solidaire, qui connecte, qui est vraiment sur la partie non cotée, qui s'incarne dans le label Finansol, qui est un label qui permet de labelliser du coup les produits qui sont finance solidaire et ceux qui ne le sont pas. Dans la partie de l'investissement responsable, il y a deux labels principaux, parce que c'est important de le rappeler. C'est deux labels publics d'ailleurs, le label ISR, qui va labelliser l'investissement socialement responsable, donc l'intégration des critères E, S et G dans les stratégies d'investissement, et le label Greenfin, le label Green Finance, qui va labelliser cette finance verte. Le social, l'environnemental. Alors ISR c'est général, et Greenfin c'est thématique environnementale, parce qu'on parle du principe qu'il y a une problématique climatique qui est urgente en soi, donc il faut créer des fonds dédiés. Et après, donc, il y a cette partie de la finance solidaire qui, elle, connecte l'épargne et directement les entreprises, les associations de l'économie réelle et, qui plus est, de l'économie sociale et écologique.
au sens large. Dans cette famille de la finance solidaire, vous pouvez retrouver plein de types de produits. Vous avez, par exemple, dans les livrets, le livret développement durable et solidaire, LDDS. Une partie, certains livrets sont labellisés. On a des fonds de partage dans lesquels, en fait, on a une partage de la commission du banquier ou du rendement de certains produits avec des associations de l'économie sociale. On a les fonds qu'on appelle les fonds d'investissement solidaire ou les fonds d'impact investing ou social impact investing, voilà, qui sont des fonds qui investissent que dans des entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. On a l'épargne salariale solidaire qui sont des produits d'épargne salariale dont les salariés peuvent bénéficier, dans lesquels on a 90 à 95% d'investissement responsable, 5 à 10% de finances solidaires. Et puis, on a la famille que je représente qui a encore plus des intermédiaires que l'on fait les fonds, qui est la partie investissement participatif ou investissement direct dans l'économie sociale. Où là, en fait, les gens, le grand public, souscrivent à des actions, à des obligations, à des produits, en fait, qui financent à 98%, parce qu'il y a toujours une petite commission, il faut bien vivre, à 98% ces entreprises qui peuvent être dans l'immobilier solidaire, par exemple, dans la construction de logements sociaux, qui peuvent être des entreprises technologiques qui utilisent des innovations pour répondre à des problématiques de biens communs, qui peuvent être des énergies renouvelables, des entreprises d'insertion qui vont réinsérer des personnes en situation de chômage ou de grande précarité. Voilà, on va avoir toute une famille d'entreprises qui va bénéficier de cette finance solidaire. Mais là, il faut être très clair. Est-ce que ce dont vous nous parlez, c'est de l'altruisme pur, ou est-ce que si moi, voilà, j'ai de l'argent à placer, j'ai intérêt à aller chez vous plutôt que vers une banque classique? Ah, écoutez, je vais mettre tous les... Alors, sachez que l'investissement de mon côté est extrêmement illiquide et... non, je plaisante, c'est parce qu'il y avait l'AMF présente. L'AMF est là, oui, et vous écoutez. Donc, écoutez, en soi, bon, je vais vous donner l'exemple de notre plateforme. On a à peu près 130 participations sur la plateforme. Et sur ces 130 participations, toutes les obligations ont été remboursées ou sont en cours de remboursement. Sur les obligations, on prête à des entreprises entre 2% et 6 à 7% pour certaines où les entreprises sont plus lucratives, notamment dans le secteur de l'énergie ou de la transition énergétique, de la production d'énergie, dans l'immobilier bois ou des verticales comme ça, il y a des rentabilités assez intéressantes. Sur des secteurs plus sociaux, là, on va avoir des taux qui sont plus faibles parce que l'entreprise a un retour sur investissement plus faible. Donc, sur les obligations, nous, on a pour l'instant un taux de pérennité de 100%. Sur la partie action, donc on a plusieurs types d'entreprises. Il faut savoir que l'action sur les PME ou les entreprises solidaires, encore en partie, est défiscalisante en fait, pour le grand public. Donc, avant, dans le cas de l'ISF, c'était super, c'était 50%. Bon, maintenant, sur l'impôt sur le revenu, c'est 18 à 25 bientôt. Donc de ce point de vue-là, au moins... Donc il y a déjà une première partie de défiscalisation. Ouais. Après, l'action d'entreprise est assez illiquide parce qu'on est sur des périodes assez longues. En fait, pour pouvoir sortir d'une entreprise, il faut ou que l'entreprise ait prévu un plan de réserve ou une liquidité organisée. Donc ça, sur des foncières dans le logement social ou agricole, on arrive à proposer une certaine liquidité parce qu'il y a un actif immobilier derrière. Donc on prend l'actif immobilier, ça crée de la liquidité, on peut rembourser les investisseurs, etc. Sur des secteurs un peu plus innovants, voilà, nous, les pertes qu'on a eues, les dépôts de bilan, on en a eu 4. C'était sur des entreprises qui est donc quand même sur 120, c'est plutôt pas mal par rapport au métier de l'investissement. Et sur ces 4 entreprises, c'est des entreprises effectivement très innovantes, technologiques, qui demandaient beaucoup de capitaux pour arriver à l'équilibre et qui ont, pour des erreurs managériales, de marché, etc., pas réussi à atteindre leur objectif. Donc c'est pour ça que nous, on pousse à la diversification du portefeuille et qu'on est en fait conseiller en investissement en fait, et en fonction de la capacité financière de la personne et de sa volonté de prendre du risque, parce qu'en fait, on impose aux Français le risque qu'ils devraient prendre d'une certaine manière. Quand on leur dit ça c'est garanti, ça c'est pas garanti, nous on leur laisse la liberté de choisir le niveau de risque en fait qu'ils veulent prendre. Mais ils doivent en être conscients et bien comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait on fonctionne comme un conseil de gestion en patrimoine au final, parce qu'on a des équipes de personnes qui passent du temps avec les particuliers pour leur expliquer les thématiques et l'impact aussi qu'ils veulent générer, en plus du retour sur investissement. Pierre Valentin, Robert Hoffel disait tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est un secteur qui est en plein essor. C'est un secteur qui est encore à bâtir, où il y a beaucoup de choses à inventer et beaucoup de règles à établir. C'est un secteur qui résulte fondamentalement d'une démarche volontaire
d'un certain nombre de sociétés de gestion de fonds et d'une démarche volontaire, évidemment, des investisseurs. Mais poussé par les citoyens. Poussé par les citoyens. Donc, quand vous avez une démarche volontaire, vous proposez les règles qui vous paraissent les meilleures. Et donc, il y a une forte diversité. Et au départ, c'est comme ça que ça s'est monté. Une société comme Ecofi Investissement gère une trentaine de fonds qui sont tous des fonds gérés suivant un processus d'investissement socialement responsable. Alors, ça veut dire quoi chez vous? Alors, chez nous, ça veut dire qu'on n'investit pas dans un certain nombre de secteurs. On n'investit pas dans le charbon, dans des entreprises qui extraient du charbon ou qui font de l'électricité à partir de charbon. On n'investit pas dans le tabac. On n'investit pas dans les jeux d'argent. On n'investit pas dans des entreprises qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux et judiciaires. Et on a une liste d'une 50aine de pays de ce type. Et on n'investit pas dans certaines formes d'armement, les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Alors là, il y a une convention qui oblige à ne pas le faire, mais on va un peu plus loin que la convention, puisque sur tout ce qui est composant clé de ces armements, on n'investit pas. Donc ça, c'est une première forme d'exclusion. Mais on ne s'arrête pas là. Ensuite, on regarde, on classe en quelque sorte les sociétés. Donc là, je parle de sociétés cotées. On classe les sociétés en fonction de leur performance en matière d'environnement, par exemple de rejet de gaz à effet de serre, et des engagements aussi qui sont pris de les réduire. On les classe aussi en fonction de critères sociaux. Est-ce qu'il y a un taux d'accident du travail qui est satisfaisant, enfin il ne l'est jamais bien entendu, mais qui est suffisamment bas par rapport au reste de la profession? Est-ce que l'absentéisme aussi, donc la qualité de vie au travail quelque part est mesurée? Est-ce que l'absentéisme est correct? Et puis on regarde aussi la gouvernance. Et donc tout ça, ça fait des critères très nombreux. La gouvernance, je vous donne un exemple tout bête. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes dans les conseils d'administration? Bon, en France, il y a une obligation qu'il y ait au moins 40% de femmes ou 40% d'hommes minimum dans les conseils. Mais cette loi n'existe pas dans les autres pays. Et nous, nos fonds, pour la plupart, ils sont européens. Donc on a des règles de ce type pour classer les sociétés. Et donc les meilleures de ces sociétés sont éligibles au portefeuille de titres que nous constituons et dont nous faisons les fonds. Donc ça, c'est quand même assez contraignant, surtout si notre taux de sélection, on dit qu'on prend les meilleurs, mais on peut éliminer les 30% les moins bons ou les 60% les moins bons. Ça ne fait pas le même type d'exigence. Et puis, une fois qu'on a sélectionné des sociétés, il ne suffit pas d'attendre que le temps passe. Il faut agir vis-à-vis de ces sociétés qui sont éligibles, donc qui ne sont pas dans les plus mauvaises, pour les pousser à l'amélioration. Donc on va les voir et on leur dit, par exemple, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que le réchauffement ne dépasse pas 2 degrés. Bon, vous êtes un pétrolier, on vous a considéré comme éligible parce que vous êtes l'un des meilleurs parmi les pétroliers. Mais si vous continuez à produire du pétrole en 2050, ça ne va pas le faire, parce qu'en principe, c'est la neutralité carbone en 2050. Donc est-ce que vous êtes prêt à vous faire, peut-être pas tout à fait harakiri, mais quand même à faire en sorte que vous allez passer du pétrole d'abord au gaz, parce que ça émet moins de gaz à effet de serre, et puis progressivement à de l'électricité, à du bas carbone. Enfin, bon, il y a tout un tas de techniques ensuite pour arriver à l'objectif, mais on leur demande de s'engager. Donc c'est tout ça, l'investissement socialement responsable. Mais je voudrais dire un mot, si vous me laissez un petit peu de temps, sur les investissements solidaires, donc qui sont des investissements différents de l'investissement socialement responsable, puisqu'ils vont dans des entités à forte utilité sociale et environnementale qui sont non cotées. Une entreprise non cotée, par définition, on peut entrer à son capital ou on peut lui prêter de l'argent, mais on ne peut pas céder facilement le prêt qu'on a réalisé et on ne peut pas non plus céder facilement les actions, s'il y en a. Et donc, nous ne faisons cette activité de non-coté que sur une petite part du portefeuille, sur 5 à 10%. Et le reste est géré classiquement en investissement responsable. Mais c'est pas mal parce que ça permet d'avoir cette vision extrêmement éclairante de vraiment l'utilité de l'argent qu'on met dans un fonds. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette partie de l'investissement n'est pas forcément négative sur le rendement du portefeuille parce que l'expérience prouve que ce secteur est assez sain financièrement. Et par exemple, il y a très peu de faillites d'associations en France. En France, il y a 800 faillites d'associations. Quand il y a 50 000
faillite d'entreprises. Alors certes, il n'y a pas le même nombre d'associations et d'entreprises, mais même si vous tenez compte de cette différence, si vous êtes banquier et que vous devez prêter au hasard, moi je vous conseille plutôt de prêter à des associations que de prêter à des PME. Vous serez plus facilement remboursé. Donc oui, on arrive à faire des opérations à la fois très intéressantes sur le plan de leur impact social et environnemental, que ce soit sur le côté ou sur le non-côté, tout en ayant un rendement qui est appréciable. Et d'ailleurs, le rendement des fonds ISR, il y a pas mal d'études qui montrent, alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il y a un certain nombre d'études qui montrent que c'est souvent un facteur de diminution du risque que de se préoccuper de l'environnement, de la qualité de la vie sociale de l'entreprise, des relations avec les fournisseurs aussi, ça fait partie des questions sociales, et puis de la gouvernance. Je voudrais que vous nous disiez quand même, si vous mesurez à votre échelle l'engouement dont parlait tout à l'heure Robert Ophel, c'est-à-dire est-ce que là vous décrivez un certain nombre de produits financiers, voilà, est-ce que vous avez plus de clients sur ces produits depuis quelques années? Est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs? Alors, j'ai les chiffres de la place qui sont assez impressionnants, hein. Aujourd'hui, les fonds d'investissement socialement responsables, l'encours de l'investissement socialement responsable représente à peu près 12% de l'encours global et a progressé en tout cas l'année dernière à un taux qui, si ma mémoire est bonne, est de l'ordre de 30%, mais M. Ophel me corrigera si je dis des J'attire bêtises. l'attention que le terme ISR est un peu trompeur parce qu'il y a un label ISR, Oui. mais on peut s'appeler ISR sans avoir le label. Voilà. C'est pas une appellation contrôlée. Alors, Et donc, investissement socialement responsable. Et donc, Alors, voilà, c'est pas un contrôlé. des problèmes. Bon, ce label est assez récent et autrefois, il y avait une obligation pour pouvoir se dire ISR, c'est d'avoir une démarche et de la rendre publique de façon transparente et qu'elle ait un minimum d'exigence. Et vous le retrouvez si vous allez sur le site des sociétés de gestion en allant sur le code de transparence qui vous décrit le processus. Et donc, nous, on a un code de transparence. Toute société de gestion qui n'a pas de code de transparence ne peut pas dire que son fonds est ISR. Alors, si en plus on veut avoir un minimum d'exigences communes, à ce moment-là, on peut faire appel à cette labellisation qui vient en quelque sorte en plus pour homogénéiser en quelque sorte l'approche. En fait, c'est le débat actuel, est-ce que la transparence suffit ou est-ce qu'il faut, au-delà en plus de la transparence, avoir quand même des appellations contrôlées pour certains, avec un certain minimum d'exigence. Parce que la transparence, c'est formidable, mais c'est très compliqué parce qu'on arrive vite sur des choses assez sophistiquées en termes de transparence. Donc, on a tendance à penser que la transparence, c'est indispensable pour les investisseurs qualifiés ou institutionnels qui vont effectivement vérifier tout cela, mais qu'il faut avoir des minimums de définition d'impact ou d'investissement dans tel ou tel secteur pour bénéficier d'une sorte de label ou d'appellation contrôlée, parce qu'autrement, on a un flou qui est... Plus on se rapproche du grand public, plus il faut faire simple. Ouais. Mais je crois Sous aussi contrôle. Enfin, nous, le label nous convient tout à fait, puisque tous nos fonds qui sont ISR, et ils ne sont pas tous labellisés, ont des exigences qui se trouvent être au moins celles du label. Donc on a plutôt des exigences pour nous-mêmes plus fortes que celles du label. Je vous donne un exemple. Actuellement, ce qui est un peu, on est dans l'Union européenne. Chaque pays est en train de développer son propre label dans ce domaine-là. Les Belges utilisent leur propre, et c'est pas les mêmes. C'est regrettable. Très regrettable. Très regrettable, parce que ça fragmente les marchés, ça rend compliqué la vente des produits à l'intérieur de l'Europe. Et là, on attend que l'Union européenne, la Commission, le Parlement européen puisse mettre un peu d'ordre. Alors là, vous devancez un petit peu la toute dernière partie de notre débat, parce que je voulais vous emmener sur les sujets politiques. Peut-être d'abord continuer d'explorer ce que chacun de nous peut faire à son échelle. On entend souvent parler du microcrédit international. Alors je ne sais pas du tout si l'un ou l'autre d'entre vous peut en parler, mais on se dit parfois qu'on aimerait à l'échelle qui est la nôtre, ne vous battez pas, à l'échelle qui est la nôtre, pouvoir aider à des projets qui ne sont pas chez nous, là aussi. Quels sont les types de produits qui sont proposés, quels sont les risques et quels sont les contrôles?
En fait, à travers les fonds solidaires, en tout cas pour certains d'entre eux, vous avez des prêts qui sont faits à des institutions de microcrédit à l'international. Alors, le prêt n'est pas fait directement au bénéficiaire final, parce qu'il y en a énormément des bénéficiaires finaux, et puis la caractéristique d'un microcrédit, surtout dans un certain nombre de pays émergents, c'est que c'est un crédit de toute petite taille, de l'ordre de 1 000 €, voire moins, ce qui déjà permet le développement d'activités génératrices de revenus. Donc, il est possible d'avoir indirectement cette exposition à l'activité de microcrédit international. Maintenant, sur l'existence de fonds de microcrédit, en ce sens que ce seraient des fonds qui intégralement seraient destinés à financer des institutions de microcrédit dans les différents pays du monde, c'est extrêmement difficile d'en créer dans le droit français. Un certain nombre de personnes qui s'intéressaient au sujet avaient souhaité que ça se développe, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et puis, encore une fois, quand vous prêtez à des institutions de microcrédit, vous leur prêtez pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, si vous voulez constituer un fonds avec ce type de prêt, vous ne pouvez pas céder ces prêts, donc l'investisseur ne peut pas sortir du fonds. Donc, il bloque l'argent de 3 ans. Oui, nous, on a eu plusieurs fois des foncières de microfinance, dont une qui s'appelle Microfinance Solidaire, qui est adossée à la structure Entrepreneurs du Monde, qui elle-même va prêter à des IMF, donc à des institutions de microfinance au niveau local, qui elles-mêmes vont micro-prêter. Moi, j'ai commencé mon travail, ma carrière, entre guillemets, en Inde, justement dans une institution de microfinance, dans une plateforme qui faisait de la microfinance mais directe. Et on en a une en France qui s'appelle Babylon, qui permet en fait de faire soi-même de la microfinance, donc de micro-prêter à des entrepreneurs en dehors du territoire français ou en France, parce que la microfinance, en fait, c'est pas plus que de l'inclusion financière des personnes n'ayant pas accès aux prêts. Donc on en a dans les autres pays, mais on en a aussi chez nous, sachez-le. Mais des très concrètement, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme une cagnotte Eh bien, non, vous prêtez, vous faites... Pardon? Quel... Alors attention, parce que vous n'avez pas le micro. Donc... ça dépend dans quel cas. Non. Dans le cadre de Babylon, c'est du micro-prêt, où en fait, à des institutions de microfinance en France et à l'international. Non, pas du tout. Alors, soyons très concrets. Là, donc, ce dont vous parlez, ce dont je parle, c'est en fait vous avez des micro-entrepreneurs. En fait, donc en France, ça va être des commerces assez classiques qu'on peut connaître, une boulangerie, un petit restaurant d'insertion, une activité personnelle, etc. À l'international, ça va être, moi, je micro-prêtais à des femmes en Inde qui voulaient acheter des vaches pour produire du lait, pour ensuite insérer dans un réseau agricole, ou des personnes qui construisaient un puits pour ensuite mettre en place un système d'eau ou de méthanisation des déchets ou de production d'énergie. Enfin voilà, c'est donner accès en fait à de micro-entrepreneuriat pour valoriser et développer un territoire. Donc en France, il y a beaucoup de microcrédits qui se font à des entrepreneurs dans les quartiers prioritaires notamment, qui en plus d'être dans un quartier prioritaire, double peine et n'ont pas accès vraiment aux services bancaires, aux services financiers, parce que leur profil n'est pas forcément adapté et bankable, quoi. Et dans les fonds d'investissement, c'est encore pire. Il y a quand même un ethos entrepreneurial très fort qui est demandé. Et du coup, aujourd'hui, l'argent n'est quand même pas accessible pour tous. Donc c'est vrai que les systèmes de microcrédit ou les systèmes de micro-investissement permettent eux-mêmes en fait, de faire de l'inclusion financière pour rendre ces services d'investissement et ces prêts plus accessibles. Robert Ophel, je voudrais avoir le regard du régulateur sur ces pratiques. En France, c'est assez bien structuré. Il y a des institutions qui le gèrent et qui sont d'ailleurs surveillées par les autorités. Je veux dire, ça fonctionne de façon très, très, très convenable. C'est beaucoup plus complexe dès qu'on passe à l'international parce qu'il vous faut un correspondant local. Je veux dire, le problème, c'est vous prêtez. Là, ce sont des prêts. Vous pensez être remboursé. Et donc, le coût de gestion de la transaction à l'étranger dans des pays du type de ceux que vous venez de citer, avec le coût de remboursement, c'est quelque chose qui est extrêmement à la fois coûteux et qui demande une intermédiation locale. Donc en fait, ça se réalise lorsqu'on a un correspondant local qui lui va dispatcher et gérer va réunir des fonds quitte à ce qu'ils viennent. Alors vous pouvez y contribuer, mais on voit quand même la difficulté
dispositif. Alors qu'en France, il y a l'ADIE, il y a vraiment des structures qui fonctionnent bien et qui sont d'ailleurs financées en partie par le système financier classique. La Caisse des dépôts est très active dans ces domaines-là. Pierre Valentin, prenez le micro parce que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, parce que quand même, je crois qu'il y a une question qui est posée là, c'est-à-dire que financer le microcrédit, c'est quelque chose qui peut intéresser un certain nombre d'investisseurs, y compris des investisseurs particuliers. Donc financer le microcrédit, soyons précis, si vous essayez d'investir dans un fonds d'investissement qui finance le microcrédit, il ne va pas financer directement les micro-entrepreneurs, il va financer des institutions de microcrédit, qui sont des institutions assez contrôlées, assez sûres, et on peut faire un portefeuille d'une vingtaine, une trentaine d'institutions de microcrédit un peu partout dans le monde, y compris en France. Et donc c'est un support d'investissement qui a tout son intérêt, sauf que quand vous regardez en pratique quels sont les fonds qui sont intégralement consacrés à cette activité, je ne parle pas d'une activité que vous pouvez retrouver dans les fonds solidaires ou à travers le crowdfunding, mais des fonds d'investissement intégralement consacrés à cette activité de financement des institutions de microcrédit, vous les trouvez domiciliés en Suisse et au Luxembourg, où un certain nombre de particuliers, en tout cas de particuliers fortunés, y ont accès. Et vous ne les trouvez pas en France, à ma connaissance. Là, ça demande une explication. Eh bien, parce que la réglementation, le droit des fonds, il n'est pas le même dans tous les pays. En tout cas pour les fonds qui ne sont pas les fonds les plus classiques. Et là, on est sur des fonds évidemment un peu atypiques. Et on n'a pas de fonds de microcrédit, alors que l'ADI, l'Association pour le développement, pour le droit à l'initiative économique, est l'une des grosses institutions de microcrédit, est une création française qui a inspiré d'ailleurs pas mal de créations à l'étranger. Donc c'est une création française. Oui. Enfin, le microcrédit a été créé, c'est bien connu, par Younous au Bangladesh, mais Maria Novak, qui a fondé l'ADI, s'est inspirée de ça et a été une des premières en Europe de l'Ouest à créer du microcrédit. Je voudrais qu'on en vienne au troisième point de notre soirée que vous avez effleuré tout à l'heure, Robert Ophel, qui est la question, on va dire, plus politique. On poserait la question au pluriel. Les citoyens peuvent-ils, ensemble, reprendre le contrôle de la finance ? Vous nous avez décrit depuis tout à l'heure un secteur qui est très innovant, qui est en plein essor. Ce n'est pas le Far West, puisqu'il y a des règles, mais la question est, y a-t-il des règles encore à établir ? Et puis, pour reprendre un terme, une expression que vous avez employée tout à l'heure, Robert Ophel, il s'agit de modifier les incitations et peut-être donc de changer les mentalités, la culture. Comment est-ce qu'on s'y prend collectivement pour tendre vers ça ? Robert Ophel peut-être, ou Eva Sadoun. Robert Ophel d'abord. Je crois que ça fait partie de l'éducation. Quelque part. Nous, on considère que, en particulier, on essaye d'avoir avec la Banque de France et autres une action d'éducation financière. L'éducation financière, c'est à l'école qu'il faut la faire. Et cette dimension-là doit être vraiment présente, je crois, dans l'affaire. Ensuite, vous avez dit, aujourd'hui, lorsqu'on propose un produit financier, on doit indiquer un certain nombre de choses, dont les risques. Demain, et quand je dis demain, c'est en fin de cette année, il faudra aussi donner des informations sur l'empreinte carbone ou autre de ce qu'on... Donc, ce sont des choses qui vont se développer de façon extrêmement forte. La base de tout, quand même, parce qu'on parle beaucoup de la finance, mais la base de tout, c'est quand même l'économie réelle. Et quelque part, vous investissez dans une entreprise, admettons, vous financez une entreprise ou un projet, il faut que l'information qui est donnée par cette entreprise ou l'information qui est donnée sur ce projet soit calibrée et homogène. Parce que si vous ne savez pas quelle est l'empreinte carbone de l'entreprise, et si la manière dont on la mesure n'est pas la même en France, en Allemagne et autres, après, je dois dire, il y a des débats qui sont très très fascinants autour de cela et qui sont quand même un peu culturels. Aujourd'hui, on est en train de faire en Europe une taxinomie en disant qu'est-ce qui est
Oui, de l'ordre de socialement responsable. Qu'est-ce qu'il est? Et alors on dit, et oui, mais alors le nucléaire, c'est quoi? Oui, parce que d'un côté, on peut considérer que ça et alors, n'émet dans pas de gaz à effet de certains serre. pays, on dit, mais on ne peut pas être vert et nucléaire. C'est pas possible. Dans d'autres, on dit, mais je suis désolé, si on veut avoir les 2 degrés et 1, il faut avoir une énergie. L'énergie nucléaire est incontournable. Autrement, on n'arrivera pas à faire décarboniser l'affaire. Et ça, en Europe, je ne sais pas quelle va être l'issue de la question. Alors, c'est pas à vous de le dire. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Mais tant qu'on n'aura pas répondu à ce type de questions, on aura du mal à avoir une culture commune, une approche commune vis-à-vis d'une problématique qui, elle, est commune. En tout cas, on a compris, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous souhaitez que tout ça se passe à l'échelle européenne. Complètement. Complètement. Les marchés sont européens et il faut qu'on ait une économie d'échelle sur ces questions-là. Eva Sadoun, tout à l'heure, vous disiez en semblant le regretter, voilà, que d'une certaine manière, le fait que le taux du livret A baisse, ça ne changeait pas grand-chose. Les encours sont toujours aussi importants. Donc, je vous pose d'abord la question, 1, est-ce que vous le regrettez? Et 2, c'est lié à quoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'épargne des Français s'oriente vers quelque chose de peut-être plus efficace pour l'économie? Alors, je ne le regrette pas du tout, parce que pour moi, le livret A et le livret développement durable, c'est 2 produits que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je mets tout mon argent dans des livrets et dans l'économie réelle en direct. Comme donc, ça, mon dit. portefeuille, voilà, si vous voulez savoir, est uniquement économie réelle et livret réglementé. Parce qu'aujourd'hui, même sur l'assurance vie, j'arrive pas, et c'est pour ça qu'on monte le projet, à savoir évaluer suffisamment bien l'impact de l'ensemble du produit d'assurance vie, dans la mesure où sur les fonds euros, on n'a aucune information. Donc moi, je le regrette pas, et du coup, ça me questionne. Parce qu'on pousse, donc le gouvernement pousse à la capitalisation. Si on a fixé les taux si bas, c'est qu'on nous pousse à aller sur des marchés. Mais en fait, les gens ne veulent pas ça. Enfin, on veut nous imposer la culture du ROI, la culture du retour sur investissement, la culture de la capitalisation, la culture des marchés. Mais les Français, ils veulent pas ça, en fait. Les Français, ils veulent des produits liquides, sans forte rentabilité, qui comprennent et qui suivent leur idéologie économique, parce qu'ils en ont une très forte. Il y a une étude qui est sortie là récemment qui montre que 40% des Français sont contre le mythe de l'illusion de la croissance. C'est fou. Ils ont vraiment pris conscience en fait qu'à partir des années 80, pour répondre à la baisse tendancielle des profits, on a créé un marché financier qui a un peu créé une illusion de la croissance et qui a maintenu en fait un niveau de croissance de la finance à un niveau très élevé. Donc les Français, en fait, aujourd'hui, recherchent plutôt ce type de produit-là. Donc non, je ne le regrette pas. Et par contre, ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas permettre d'aller plus loin sur cette démarche. Si les gens veulent aujourd'hui faire que leur épargne finance de la construction de logements sociaux, de la transformation de l'immobilier en un immobilier plus durable en France, du financement d'entreprises des territoires, de la dynamisation des commerces locaux, etc., proposons-leur des produits qui répondent à ça. Donc moi, ce que j'attends au niveau politique, c'est un petit peu d'ambition sur le financement des projets de transition. Mais ça passe par quoi? Ça passe par des incitations fiscales? Justement, voilà. Donc il y a plusieurs outils. Il y a effectivement l'outil fiscal qu'on ne valorise pas suffisamment. Aujourd'hui, la défiscalisation sur l'épargne dans l'économie réelle ou l'épargne solidaire reste très faible parce qu'elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 10 000 €. On ne peut pas faire grand-chose en fait en titre individuel. Donc il y a cette première chose. Il y a la problématique de l'État qui doit en fait fixer des règles de transparence sur les produits financiers, donc de visibilité sur les sous-jacents de l'épargne, que le grand public puisse avoir vraiment conscience, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord en fait. La discussion sur la taxonomie européenne, ça fait 2 ans qu'on en parle, parce qu'il y a cette question du nucléaire. Donc maintenant, donnons juste l'information. Donnons juste l'information aux gens. Et ensuite, chacun décidera s'il est pour, chacun de décider contre, quelle est son idéologie et comment et avec beaucoup de contenu et de pédagogie, quelle est pour lui la meilleure énergie de transition. Donc ça, au niveau politique, on peut faire ça. On peut aussi, au niveau politique, créer des fonds qui sont contrôlés.
en fait, où on donne un rôle au régulateur de contrôler les impacts sociaux et environnementaux de l'épargne, mais on n'arrivera pas à le faire tant qu'on n'impose pas des méthodologies. Parce qu'au-delà de choisir quel secteur d'activité est vert ou pas, il y a un problème méthodologique aujourd'hui, notamment sur la température et l'alignement avec les scénarios de degrés. On a beaucoup de méthodologies différentes, on n'arrive pas à se mettre d'accord et il va falloir en fait imposer une méthodologie dominante qui permette de comparer les scénarios entre eux, parce que vous avez un fonds qui vous dit nous on est à 3 degrés, l'autre à 4, mais ils n'utilisent même pas la même méthode. Donc c'est pour ça qu'en fait avec l'application qu'on veut développer, je finirai juste là-dessus parce que c'est quand même le but, c'est de mettre en place derrière des outils de compréhension. L'application qu'on veut développer, justement, on va travailler avec 2 Degrees Investing, qui est un des leaders sur l'alignement au scénario climatique, l'impact des portefeuilles sur les scénarios climatiques, et qui a été choisi comme référence par toute la place financière luxembourgeoise, par beaucoup d'acteurs bancaires français et américains sur l'impact degré, les émissions carbone, la contribution environnementale, etc. Et donc, on va essayer de fixer un peu ces standards à travers un format applicatif pour que les Français puissent comparer l'impact en fait, des produits entre eux et avoir une visibilité sur les sous-jacents. Et surtout, en fait, on pense que la conscientisation passera aussi par de l'information. Et on va mettre en place, du coup, sur cette plateforme, toute une partie informative où les gens vont pouvoir comprendre déjà comment les produits fonctionnent, faire un peu de pédagogie sur qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte. 2 Degrees a fait une étude très intéressante qui montrait, en fait, la différence entre le vocable de l'investissement responsable et la perception par les Français. Il y a 0% d'alignement. Ça veut dire que quand on dit obligation verte, les Français comprennent tout autre chose. Et Ils comprennent quoi ? Ils comprennent tout autre chose. Ils ont l'impression qu'en fait, une obligation verte, c'est financer un projet vert en direct dans une filiale. Alors qu'une obligation verte, c'est souscrire une obligation qui va permettre en fait de rediriger une partie des fonds vers des projets de transition, mais on n'en a pas la garantie, c'est pas tracé. Enfin, c'est des bêtises, mais en fait, il y a un problème de compréhension. Donc, on va essayer de mettre en place cette pédagogie et surtout de pouvoir lier en fait l'épargne avec l'actualité économique et financière. Parce que quand on a effectivement une banque qui décide de mettre en place une politique zéro charbon ou à l'inverse un incident climatique sur une entreprise qu'on a en portefeuille, il faut qu'on ait la possibilité déjà d'en prendre conscience et en plus derrière de pouvoir agir auprès des institutions financières pour que les produits financiers qu'on a respectent bien notre idéologie et notre vision. Si on ne veut pas cette entreprise en portefeuille, on doit avoir la capacité de l'exclure si on agit en collectif. Pierre-Valentin, je vous pose la même question, mais rapidement sur ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, du législateur, pour inciter un peu plus les Français à aller vers ce type de produits. En gros, je trouve que ce qui est nécessaire, c'est une convergence. Une convergence entre de la réglementation et une prise de conscience des investisseurs. Si on a cette convergence, et je trouve qu'elle est pas mal engagée, on pourra de plus en plus voir le développement des fonds ISR. Donc là, on parle encore une fois des actifs cotés, mais Eva a souligné l'importance d'investir directement dans l'économie réelle. Bon, ce terme d'économie réelle, moi, je ne l'aime pas tellement parce qu'il faudrait le définir. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'économie pas réelle ? Je pense que si on partait de là, on verrait que ce n'est pas si évident de définir l'économie réelle. En tout état de cause, il y a des entreprises non cotées dans l'économie française et il y a des entreprises cotées en bourse. Il n'y a pas de raison de ne pas être exigeant vis-à-vis des entreprises cotées en bourse. Nous, notre pari dans l'investissement socialement responsable, c'est de transformer les sociétés cotées en bourse. Évidemment, nous avons une filiale qui fait des investissements dans des entreprises non cotées. Nous avons les fonds solidaires qui, très partiellement, à hauteur de 10%, investissent dans des entreprises non cotées ou dans des associations à forte utilité sociale et environnementale. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans une logique d'exclusion. L'épargne a vocation, je parle là de l'épargne non bancaire, parce qu'évidemment, vous pouvez aussi faire des dépôts ou des livrets auprès des banques, mais l'épargne non bancaire, elle a vocation à couvrir l'ensemble du spectre de l'économie. Et pour ce qui est de l'investissement socialement responsable, je trouve que la situation a plutôt tendance à s'améliorer parce que d'abord, les entreprises elles-mêmes sont incitées à se préoccuper des questions environnementales et sociales. On a quand même cette année, ou l'année dernière, changé le code civil. Jusqu'à présent, une entreprise s'était créée en gros dans l'intérêt des associés. Aujourd'hui, une entreprise s'est toujours constituée dans l'intérêt des associés, mais
elle doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça ne change pas grand-chose parce que juridiquement, on ne va pas attaquer une entreprise qui ne le fait pas. Mais quand même, symboliquement, je crois que la portée est grande. Donc on est en train d'avoir un mouvement des entreprises qui, je pense, pour la plupart de bonne foi, même si il y a un peu de cosmétique là-dedans, évidemment, se dirigent quand même vers une prise en compte de ces enjeux. Des investisseurs qui sont eux aussi non seulement de bonne foi, mais obligés par la réglementation de prendre en compte ces enjeux. Des pionniers qui se réjouissent évidemment de l'ampleur du développement de cette activité. Et donc on a, je crois, tous les ingrédients pour faire de la finance responsable la finance de demain. Mais ce qui est clair, c'est que si les clients, les consommateurs ont peur de la complexité de la finance, n'exigent pas de leurs conseillers des explications, n'exigent pas des banques dans leur site internet, dans leur rapport annuel, des choses simplifiées qui expliquent comment on peut aller vers la limitation du réchauffement, comment on peut résoudre les problèmes sociaux, comment on peut résoudre les problèmes fiscaux. Et je vais vous donner là un seul exemple qui me paraît très important. Il y a un certain nombre d'entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas forcément totalement illégal, même si nous, on n'aime pas ça du tout. Mais ils le font plus ou moins dans le respect des lois. Bon, nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande par des coalitions d'actionnaires, d'investisseurs qui exigent ça des entreprises, pas toujours avec succès, mais quand même la pression est forte, c'est que les sociétés publient, les multinationales publient un reporting pays par pays de leur chiffre d'affaires, de leurs effectifs et des impôts payés. Comme ça, on saura pourquoi dans un pays où elles n'ont pas de chiffre d'affaires et quasiment pas d'effectifs, elles ont localisé l'essentiel de leurs impôts et comme par hasard, ce pays est un C'est ce que font les banques. Est un pays. Les banques le font. Les banques les banques le font. Alors on se dit que si les banques le font, les entreprises non financières pourraient le faire aussi. Donc on est tout à fait d'accord. Mais là aussi, il y a énormément à faire. Pousser les entreprises à avoir un comportement fiscal civique, c'est peut-être que la responsabilité civique de l'entreprise, c'est la première des responsabilités sociales. Donc je trouve que les choses vont plutôt dans le bon sens, mais puisqu'on a un auditoire assez nombreux, interrogez vos conseillers et demandez-leur pourquoi ils ne vous proposent pas des produits qui sont plus utiles pour le bien commun. Alors précisément, l'auditoire va pouvoir vous poser des questions dans quelques instants. Je voudrais juste une minute. Voilà, allez-y. N'exigeons pas tout de la finance. Le citoyen épargnant, en gros, il y a moins de 25% des foyers qui ont une épargne financière de plus de 50 000 euros. Donc, voilà, le citoyen, c'est un citoyen qui consomme, c'est un citoyen qui vote aussi. Et l'idée de dire ce qu'on n'arrive pas à faire en direct, on va le faire indirectement en disant à la finance, vous devez financer des activités qui sont durables et qui respectent un certain nombre de critères qui vont nous permettre d'aboutir à éviter un réchauffement climatique trop important. C'est un canal. Mais ça ne peut pas être le canal unique. Ça ne peut pas être le canal unique parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas le système financier. Il peut y contribuer s'il y finance. Mais le réchauffement climatique, c'est l'activité qui crée ce réchauffement. Et pour le citoyen, il y a beaucoup d'autres canaux d'action. Il y a le canal du vote, il y a le canal de la consommation, il y a le canal de la manifestation dans la rue, on le voit. Et puis il y a le canal de la finance qui est important, mais qui ne peut pas être le seul. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on parle depuis 1h30 d'un sujet marginal quand même. Non, ce n'est pas marginal, ça y contribue, mais ne pensons pas que ça soit le seul levier d'action. Je veux dire, si on dit ne finançons pas, il ne faut pas financer le charbon, interdisons les centrales à charbon. Je veux dire, ça va plus vite. Allez-y, Eva Sadoun. Juste un petit chiffre. Pierre Laroutourou évalue que pour transformer les entreprises et faire en sorte qu'elles s'alignent avec les scénarios climatiques, il faudrait 1000 milliards. Et l'épargne française, c'est à peu près 5000 milliards. Voilà. Alors, on parle de 1000 milliards dans le monde, épargne de la France, 5000 milliards. Je pense que la finance a beaucoup à faire en termes d'investissement de transition. On a besoin les estimations en Europe, 400 milliards d'investissements supplémentaires par an. 400 milliards supplémentaires par an pour arriver à
à franchir. Ça donne une idée des ordres de grandeur. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, c'est de faire circuler un micro pour que vous puissiez poser des questions. Je vois un bras qui se lève là-haut, notamment. Je vous demanderai, comme toujours, mais je sais que vous savez faire, d'être bref autant que possible pour laisser le temps à nos intervenants, à nos invités de vous répondre. Voilà, le micro va arriver jusqu'à vous, monsieur. Voilà. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pour moi, je compare un peu la finance à un fleuve. Bien près du micro pour qu'on vous entende. Hein. Pour moi, je compare un peu la finance à un fleuve. Et sur ce fleuve, il y a une centrale électrique. Et là, vous nous avez convaincus ce soir, et personnellement, j'y crois, que la centrale électrique, elle fonctionne bien. Ok, les fonds sont très bien gérés. Okay, mais si jamais demain, le système veut récupérer l'argent que l'État français emprunte, que l'État américain emprunte, etc., je veux dire que l'État américain ou l'État français, il garantit les fonds avec de l'argent qu'il ne possède pas. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que le risque que nous avons eu en 2008, 2007, même 2008, qu'effectivement, il y a une incapacité de remboursement, est-ce que vous ne croyez pas que les flots d'argent qui sont déversés aujourd'hui, à un moment donné, eh bien, il y ait de vraies difficultés de remboursement parce qu'ils sont absolument énormes. Alors, est-ce que, Robert Ophel, la question qu'il y a derrière tout ça, c'est peut-être celle des dettes souveraines c'est la question de l'endettement en général. Hein. C'est la question. Mais on a bien compris à travers de la question de monsieur que... Aujourd'hui, les banques centrales ont presque partout une politique monétaire très accommodante, ce qui fait qu'il y a une liquidité extraordinairement abondante et qu'en gros, l'accès au crédit, il est très, très, très facile. Et on est même dans des configurations où beaucoup d'emprunteurs de bonne qualité empruntent à un taux négatif. Emprunter à un taux négatif, ça veut dire qu'en termes nominal et même en réel, on gagne de l'argent à s'endetter. C'est quand même un système qui pousse à s'endetter pour de mauvaises raisons, pour faire des choses qui ne vont pas assurer une croissance stable dans l'avenir. Parce que le problème de l'endettement, c'est toujours de savoir, très bien, vous endettez, pourquoi pas, mais vous en faites quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui va être créateur de richesse à long terme, ou est-ce que c'est... Et le dispositif actuel fait peser évidemment un certain nombre de risques. Aujourd'hui, on est plus endetté qu'on l'était en 2007. Ça signifie... Globalement. Ouais, au travers de cette question, et peut-être là-dessus, Pierre Valentin, vous avez le sentiment que les risques qui sont venus de la défaillance d'une banque, d'un établissement financier en 2008, qui se sont ensuite répercutés sur des dettes souveraines, et on en sait quelque chose, nous, ici, en Europe, ces risques existent toujours? Ces risques existent toujours, c'est certain, mais je n'ai pas forcément l'impression qu'ils se soient beaucoup accrus. Pour ce qui est des banques, en 2007-2008, les banques étaient beaucoup moins capitalisées qu'aujourd'hui. Si vous prenez la principale banque française, son bilan, c'est 2000 milliards à peu près. Ses fonds propres ont doublé entre 2007 et aujourd'hui, alors que son bilan n'a pas changé de taille. Donc on n'est plus dans la croissance des bilans bancaires dont je parlais avant la crise financière. Donc forcément, s'il y a des défauts, il y a 2 fois plus de réserves pour faire face aux défauts de crédit de cette banque. Donc je pense que le système bancaire est plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était avant la crise financière. Mais les États? Alors les États, c'est un peu différent. De toute façon, on a eu quand même un épisode avec la Grèce qui a bien montré la fragilité de la dette publique. Mais d'une certaine façon, j'aurais tendance à faire la même réponse, parce que quand on était en 2007, certes, la dette publique française était à 60 ou 64% du PIB, si je me souviens bien. Mais elle était sur une dynamique qui était liée à des taux d'intérêt sur cette dette très élevés par rapport au taux de croissance, et donc une dynamique assez négative. Aujourd'hui, on a une dynamique qui, grâce au taux d'intérêt proche de zéro, voire négatif, permet quand même progressivement la régression de la dette publique.
puisqu'il n'y a plus cette charge d'intérêt qui pesait de façon considérable. Alors sur la France, ce n'est pas l'exemple le plus frappant, mais sur un pays comme l'Italie. Donc oui, Tant que les taux ne se retournent pas. tant que les taux ne se retournent pas, on est dans une période où les États regagnent un petit peu de capacité. Mais ça augmente quand même, on est à plus de 100% et chaque année on Oui, augmente. on est censé être stabilisé cette année. En tout cas, je pense que la politique monétaire qui est menée permet aux États de reprendre leur souffle, alors que pendant des années et des années, on a eu une augmentation de la dette publique qui était liée à des taux d'intérêt qui étaient quand même un peu déments. Enfin, quand les taux d'intérêt au moment de la crise du franc fort étaient autour de 10%, c'était le principal facteur de dérive de la dette publique. Une question ici, puis ensuite. Merci de toutes ces informations précises et détaillées que vous nous avez données sur la finance. Mais en face de la finance, on en a parlé très souvent, il y a les entreprises, quand on investit en actions. Or, quand on demande aux entreprises un certain nombre de renseignements environnementaux, sociaux ou de gouvernance, c'est souvent très compliqué. Elles ne sont pas normées, il n'y a pas d'obligation, alors qu'en finance, on a énormément, alors vous avez dit transparence, c'est un terme que je n'aime pas, on n'a pas beaucoup de clarté, mais énormément d'informations. Voilà, en entreprise, et je ne parlerai pas des entreprises cotées petites et moyennes, celles du ex-second marché, de toutes ces entreprises, pour lesquelles on n'a à peu près pas d'informations d'environnement social et de gouvernance. On n'a que de l'information financière qui est très détaillée, mais qui a un inconvénient, c'est qu'elle est du passé et elle est très volatile, alors que l'information sociale de gouvernance et d'environnement, elle est certes du passé, mais beaucoup moins volatile. Elle atteste de la vraie gestion d'une entreprise. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos cartons, Monsieur Hoffel, pour faire avancer ces questions d'une comptabilité ESG, en quelque sorte? C'est l'information extra-financière qui est demandée et qui est en train de se normaliser progressivement parce que, en effet, aujourd'hui, ça manque singulièrement de repères. Toujours une difficulté qu'on a dans ces cadres-là, c'est qu'il y a des indicateurs qui peuvent être communs à toutes les entreprises, dans tous les secteurs, mais dès qu'on est sur, en particulier, des critères Voilà. on veut avoir, environnement, Oui, d'accord, non, on veut avoir des choses qui sont un peu plus adaptées au secteur d'activité. C'est un point, c'est une difficulté, mais c'est en cours de normalisation et on espère le normaliser au niveau européen. Eva Sadoun, là-dessus. Il y a la finance qui peut demander, donc les autorités régulatrices qui peuvent demander une double ou une triple comptabilité selon certains indicateurs, mais ça doit aussi venir des entreprises. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement composé des entreprises qui a émergé avec les universités de l'économie de demain qui fédèrent l'ensemble des entreprises, de l'entreprise sociale à l'entreprise à mission, donc plus classique, pour définir en fait ces indicateurs-là. Donc il y a cet impact score qui est en train d'être développé sur 4 verticales. Effectivement, la gouvernance, donc le partage du pouvoir, le partage de la richesse, l'impact environnemental, l'impact environnemental et puis l'impact social, avec une liste d'indicateurs sur chacun de ces angles. Et le but, en fait, c'est de porter ces indicateurs au niveau d'une réglementation, donc plutôt au niveau politique. Au niveau politique, pour qu'en fait, derrière, ce soit l'État, de la même manière que... Parce qu'en fait, là, ce dont parlait Valentin, c'est très important sur la raison d'être et les entreprises à mission. Derrière, demain, ces entreprises vont devoir avoir des indicateurs qui seront audités. Donc, il va y avoir une sorte de commissaire au compte à l'impact, en fait, qui vont émerger, qui vont s'assurer que les indicateurs communiqués seront vraiment performants. Donc, l'État a besoin, en fait, de critères pour bien définir quels seront ces indicateurs. Et ce qui a été poussé par les universités est très intéressant. Et le but, en fait, et le plaidoyer avance très bien, ce serait que l'État mette en place des bonus-malus fiscaux pour le respect ou non, en fait, de ces indicateurs sociaux, environnementaux, de partage de la richesse et de partage du pouvoir. Donc, je vous invite aux universités de l'économie de demain qui aura lieu
en même temps que les universités d'été du MEDEF, en fait, en parallèle au mois d'août. On va prendre une dernière question parce que la soirée approche vraiment de sa fin. Je voulais vous remercier tous pour votre pédagogie dans toutes vos explications sur l'ISR et sur la finance solidaire. Je voulais remercier monsieur aussi pour avoir bien développé la nécessité aussi d'une vulgarisation. Aujourd'hui, est-ce que on voit qu'il y a un réel effort de mieux faire connaître notamment la finance solidaire? Est-ce que vous sensibilisez, vous, les journalistes aussi, y compris Jérôme Chapuis, sur des sujets comme ça qui aujourd'hui n'ont pas assez de place dans les médias? Et j'en parle d'autant plus facilement que je travaille chez Habitat Humanisme et qu'il y a un vrai projet à Boulogne-Billancourt. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre? Non, cette question ne s'adresse pas à moi. Non, mais allez-y, Pierre-Valentin, peut-être sur cette question, effectivement, de la présence de cette thématique qui est complexe. On l'a bien vu ce soir, ce n'est pas toujours facile de vulgariser dans les médias. Je posais tout à l'heure la question vous posiez la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est pas facile et j'ai pas d'idée toute faite pour répondre à votre question, mais je voulais citer quand même un axe de développement dont on n'a pas parlé ici, je crois. C'est celui d'être obligé de présenter un fonds ISR ou un fonds solidaire ou un fonds vert dans l'offre qui est faite. C'est pas coercitif. Vous avez la possibilité de présenter des tas d'autres fonds, mais il faut qu'il y ait au moins un fonds vert, au moins un fonds ISR, au moins un fonds solidaire. C'est ce qui se passera demain dans l'assurance vie en unité de compte. Donc vous n'aurez plus d'assureurs ou de courtiers en assurance ou de banquiers qui vous présentent des contrats d'assurance vie sans avoir ces fonds-là. Donc ça, c'est considérable comme révolution. Et il faut savoir que dans l'épargne salariale, ça existe depuis un peu plus de 10 ans. Et on est passé d'1 milliard à en gros 10 milliards de fonds solidaires sans aucune obligation, simplement cette obligation de présentation. Et donc il se trouve qu'en gros 5% de l'épargne salariale aujourd'hui va sur le solidaire parce que ça intéresse les gens, mais surtout parce qu'on leur a présenté. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord une obligation de présentation, et je trouve que ce qui a été fait sur l'assurance vie dans le cadre de la loi Pacte est remarquable. L'épargne salariale, c'est vraiment une clé formidable de développement, et ça a un avantage très important, c'est que ça permet, par rapport à l'assurance vie, de faire des placements presque tous les mois. Et quand vous rentrez sur des produits un peu risqués, quand vous rentrez tous les mois, vous lissez aussi votre risque par construction. Et donc, avoir une proposition de ce type-là dans l'assurance vie en unité de compte et dans l'épargne salariale, il y a vraiment un levier formidable de développement. Et puis la question sur les médias, comment est-ce qu'ils s'approprient ce sujet? C'est ça qu'on a vu une évolution ces 5 dernières années où en fait l'épargne solidaire et ces sujets étaient dans la sous-catégorie de humanitaire des Échos. Et maintenant, ça devient des sujets de plus en plus portés au niveau des rubriques économiques. Donc c'est déjà super. Maintenant, les médias ont validé qu'on faisait de l'économie. Mais il y a encore un vrai sujet de pédagogie à faire au niveau des médias. C'est pour ça que nos types de plateformes, ils servent à lever des fonds. Mais ils servent aussi en fait, à faire de la communication grand public et auprès des médias sur ces sujets, faire de la transparence, parce que c'était pas compliqué pour les médias. C'était compliqué aussi pour les médias s'approprier ces sujets, vu qu'ils ne les touchaient pas vraiment. Le Figaro a tout un département, Figaro Demain. Les Échos, ils ont développé tout un département aussi. Là, il y a des médias dédiés, on les connaît, les Novétiques, Socialter, Oui Demain, etc., qui démocratisent ce type de sujet. Là, j'étais à l'inauguration d'un nouveau média, moi j'ai pas le de le dire, mais qui va bientôt sortir, assez connu, un groupe assez connu qui lance un média que sur ça. Donc voilà, après BFM, moi je commente des émissions chez BFM Business. Je pense que je suis la seule femme et la seule personne de cette économie à être sur les plateaux, mais bon, ça commence en tout cas à se démocratiser. Ils ont lancé une émission qui s'appelle Green Reflex, sur BFM Business. Après, sur les télés plus généralistes, c'est là qu'on a encore un peu du mal à aller. Sur les radios, ils commencent à s'approprier ces sujets-là avec Mathieu Vidard à France Inter, etc. Donc ce qui serait bien, c'est qu'en fait, et je sens qu'on est en train de tendre vers là, c'est que ces sujets soient plus sur du média spécialisé, comme Mathieu Vidard qui parle de cette thématique-là, mais que ce soit porté par les programmes plus génériques. Mais on y arrive parce que ça devient un sujet de société. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette soirée. Pour être totalement complet, et parce que j'aurais tort de ne pas le faire,
Je signale que chaque année, avec Finansol, le journal La Croix, qui me tient à cœur, sort un supplément sur l'économie sociale et solidaire. Finansol que vous connaissez bien, Frédéric Libérien, et c'est à vous que je laisse le mot de la fin pour conclure rapidement cette soirée. Merci Jérôme Chapuis d'avoir animé ce débat comme toujours avec beaucoup de talent. Merci évidemment à nos 3 intervenants qui nous ont permis de rentrer dans un sujet complexe et de le simplifier. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Tout prêt, alors très bien. Je remercie bien sûr la ville de Boulogne qui nous prête ses locaux et la Fondation Sainte-Geneviève, grâce à qui également nous pouvons organiser ces soirées. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à notre débat, qui ont posé d'excellentes questions. Et comme tout le monde, moi je vais ressortir avec quelques idées sur un sujet complexe. Alors, première grande idée que nous avons retenue, c'est finalement quel jugement peut-on porter sur la finance mondialisée. Alors, comme quelqu'un a dit qu'il appartenait au mouvement Habitat Humaniste, je vais commencer par une citation que j'aime bien de son président, qui est Bernard Devers, et qui dit toujours cette phrase formidable: « La finance est un mauvais maître, mais un bon serviteur ». Et grâce à Robert Ophèle en particulier et Pierre Valentin, nous avons vu que depuis les années 80, la finance est devenue le maître au lieu d'être le serviteur, et ça s'est traduit par des événements que vous avez très bien rappelés. Premièrement, la finance dicte sa loi et est devenue finalement une finance de court terme tirée par la tyrannie du profit à court terme. C'est le premier aspect que vous nous avez rappelé. Elle n'a pas non plus hésité, à l'occasion de la crise des subprimes, ce que vous avez remémoré, à diffuser des produits qu'on appelait toxiques dans toute l'économie. Elle s'est également déconnectée de l'économie réelle, puisque vous nous avez rappelé que les transactions financières étaient plus de 4 fois supérieures au produit brut mondial, que par ailleurs, cette finance avait franchi les lignes jaunes en matière d'éthique ou de morale. Vous avez évoqué l'utilisation des paradis fiscaux, les optimisations fiscales agressives, les amendes qui ont été infligées à beaucoup de banques à l'occasion de la crise financière, le système de rémunération excessive des traders qui poussait au crime, et puis, bien évidemment, le secours qui a été apporté par les États et qui a fait donc perdre la notion d'aléa moral qui pèse sur les banques et le risque de faillite. À partir du moment où les États sont venus au secours des banques, on a bien supprimé l'outil suprême de la régulation qui est l'aléa moral. Donc, une finance qui est complètement sortie des clous dans les années 80 et finalement, vous nous avez dit à la fin, oui, mais alors ça, c'est surtout la finance anglo-saxonne, et donc les citoyens peuvent-ils aujourd'hui dans notre pays avoir confiance dans le système financier ? Vous nous avez rassurés en disant oui. Alors pourquoi ? Parce que la réglementation s'est beaucoup renforcée depuis 2008, Robert Ophèle l'a très bien dit. Pierre Valentin nous a aussi rappelé que les exigences de fonds propres pour les banques avaient considérablement augmenté depuis la crise financière, que par ailleurs, dans tous les textes qui ont été pris, il y a eu un renforcement aussi de l'exigence de l'information qui doit être donnée aux clients des banques et aux souscripteurs de produits financiers. Donc une réglementation beaucoup plus sévère qui oblige bien à expliquer ce qu'il y a dans les produits financiers. Vous nous avez aussi rappelé que les rémunérations avaient été encadrées, notamment en France et en Europe, même si elles ne le sont pas encore aux États-Unis, et qu'enfin, le crédit était plus facile d'accès que jamais, puisque nous vivons dans une époque très particulière où, grâce aux politiques des banques centrales, nous avons un taux de croissance de la liquidité qui est 3 à 4 fois celle du PIB. Donc l'accès au crédit est devenu extrêmement facile. Il reste difficile, l'avez-vous dit, seulement pour les TPE en création, donc c'est très peu en pourcentage des entreprises.
Donc les citoyens peuvent avoir confiance aujourd'hui un peu plus dans la finance, mais dans les questions, j'ai bien noté 2 risques qui ont été soulevés, qui sont, je crois, tout à fait exacts. Premièrement, l'endettement excessif. Nous l'avons rappelé, les États sont endettés, les entreprises le sont, les banques le sont, les particuliers le sont. Donc rien que pour la France, je rappelle que le taux d'endettement global du pays est 260%, 100% pour l'État, 75% pour les entreprises non financières, 100% pour les institutions financières et 60% pour les ménages. Donc voilà effectivement un risque d'endettement qui est assez fort, d'où les messages de prudence qui nous sont donnés en ce moment à la fois par la Banque de France et par l'AMF. Alors, un autre risque qui a été très bien dit, c'est le risque climatique qui est derrière la montée en puissance de la finance verte, où aujourd'hui, donc, nous sommes dans une période de réchauffement accéléré, avec des risques qui vont peser sur un certain nombre de secteurs économiques. Et donc là aussi, quelqu'un l'a très bien dit, si on décide, les investisseurs, de se retirer du charbon, ça veut dire qu'il faut déprécier tous les actifs de ce secteur. Et donc tout ceci a des conséquences sur les bilans. Ce sera le cas demain pour le pétrole. Vous nous avez dit qu'à compter 2030-2040, le pétrole allait décliner. Donc si demain les investisseurs disent nous ne croyons plus à l'avenir du pétrole, eh bien il faudra aussi dévaloriser tous les actifs du secteur pétrolier. Et donc là, on est dans des sujets à des centaines de milliards de dollars. Et donc on voit bien aussi qu'il y a un risque lié à ces questions climatiques et environnementales qui est bien de déprécier tous ces actifs notamment dans les institutions financières et chez les investisseurs. Donc voilà pour la question de la confiance. Alors, troisième grand enseignement de ce soir, et qui est probablement le plus intéressant aussi, c'est que vous nous avez très bien expliqué tous les trois que de nouvelles formes de finances sont apparues et qui sont en train de changer les repères et les comportements. Donc on a beaucoup parlé de l'investissement socialement responsable, donc qui aujourd'hui, alors même si on peut discuter des chiffres, concerne environ 10 à 15% des actifs sous gestion, et qui impose de sélectionner ces investissements en fonction de critères ou de méthodologies, à la fois qui allient des exclusions de certains secteurs, mais aussi des critères positifs, sociaux, environnementaux, et qui font que, à travers l'influence de l'ISR et de la gouvernance, il y a un effet de contagion sur tout le système financier, et que ces critères qui, petit à petit, rentrent en vigueur, finissent par influencer le comportement de tous les investisseurs, mais aussi des épargnants qui veulent finalement qu'on leur présente des produits qui présentent un certain nombre de garanties sur leur contenu et sur leur impact. Alors, vous avez aussi parlé de l'émergence de la finance responsable, de la finance solidaire, de la finance à impact, et derrière tous ces vocables qui montrent bien, d'ailleurs à eux seuls, que la finance est en train de changer, la finance à impact, ça consiste à dire je ne me contente pas d'éviter les effets négatifs, mais je cherche des impacts positifs à la fois en termes sociaux et environnementaux. Donc c'est la partie la plus avancée aujourd'hui dans la finance, et la finance solidaire est encore un cran au-delà, puisqu'elle veut véritablement aussi produire des effets positifs d'utilité sociale sur les entreprises qu'elle finance. Donc voilà la finance qui est en train de s'esquisser sous nos yeux, ces nouvelles formes de finance. Et donc la question qui n'est pas encore résolue aujourd'hui, c'est de dire est-ce que tout ceci va finalement s'imposer au reste de la finance et permettre de revenir sur tous ces errements des années passées. L'histoire n'est pas encore écrite. Alors, dernier point que nous avons aussi très bien abordé ce soir, c'est le rôle de citoyen dans toute cette transition. Alors, d'abord, on a dit on a besoin de l'épargne des citoyens. Tout le monde a dit nous avons des transitions très importantes à financer, environnementales, énergétiques. Donc, nous avons besoin que l'épargne des épargnants aille financer ces énormes besoins liés aux transitions qui se chiffrent, ça a été dit, en centaines de milliards d'euros ou de dollars. Donc, les citoyens doivent contribuer à financer ces transitions par tous les moyens, par tous les canaux, avec tous les produits qui sont offerts. Avec la difficulté qu'a rappelé Robert Ophel, c'est que tous ces critères ne sont pas standardisés aujourd'hui, ils ne sont pas forcément contrôlés. Quand quelqu'un prend un engagement, ils ne sont pas forcément contrôlés, sauf lorsqu'il y a des labels. C'est un contrôle aujourd'hui
assez léger, mais qui pourrait devenir plus important, notamment pour le label ISR demain. Deuxièmement, tout le monde souhaite qu'il y ait plus de pédagogie pour présenter les produits financiers aux épargnants, dire ce qu'il y a dans ces produits, c'est le principe de transparence. Eva Sadoun a employé le terme je voudrais qu'on explique les sous-jacents des produits financiers, ce qu'il y a derrière, et donc expliquer aux citoyens un peu mieux ce qu'on trouve dans ces produits. Et pour cela, donc, les institutions financières et les investisseurs ont des obligations de plus en plus étendues. Et puis, il y a enfin l'éducation des citoyens. Et je crois aussi que le débat de ce soir a très bien montré que les citoyens hésitent toujours, notamment dans notre pays, puisqu'ils raisonnent en fonction de 3 critères. Premièrement, veut-on de la liquidité automatiquement? C'est l'avantage du côté. Mais en même temps, il faut accepter, si on investit longtemps, d'avoir une certaine forme d'illiquidité pour produire des impacts. Et donc, il faut aussi que le citoyen s'interroge, est-ce que vraiment la liquidité est le critère principal? Alors, le deuxième critère, c'est la prise de risque. Notamment, Eva Sadoun nous a très bien rappelé que les Français n'aiment pas beaucoup la prise de risque. Ils préfèrent les livrets réglementés, l'assurance vie, parce que derrière, il y a des rendements relativement assurés, mais quoi qu'en déclin aujourd'hui avec la période de taux bas. Et puis la question difficile de la rentabilité attendue, et c'est là où les différentes formes de finance offrent des solutions variées, puisque certaines n'affichent pas la rentabilité financière comme priorité. C'est notamment le cas de la finance solidaire. Elle cherche à maximiser son impact social et environnemental, et donc la rentabilité devient un critère second sur le plan financier. Donc il faut aussi que le citoyen fasse ses choix personnels en se disant, moi, est-ce que je suis plus intéressé par l'impact ou par la rentabilité? Donc aujourd'hui, il y a une offre financière qui permet à chaque citoyen de doser selon ses aspirations et de choisir les produits selon les performances attendues. Donc on a aussi une offre financière qui est de plus en plus large, de plus en plus adaptée aux besoins des citoyens. Donc voilà les acquis de ce soir, et je terminerai en disant simplement il ne faut pas tout attendre de la finance. Ce n'est pas la finance qui va tout faire et résoudre toutes les questions que nous avons en termes de réchauffement climatique, de préservation de l'environnement. Elle peut beaucoup, mais on ne peut pas tout lui demander. Et donc, je terminerai par cette citation aussi que j'aime bien de Thérèse d'Avila, qui a été une responsable de congrégation et qui a eu aussi à financer l'expansion de sa congrégation au XVIIe siècle, et qui avait une très belle formule, qui a livré son expérience sous cette formule: l'argent, excrément du diable, mais pour cette terre, quel bon engrais. Donc voilà une façon dont on pourrait synthétiser nos débats. Alors pour terminer, je voudrais simplement vous dire que si vous voulez approfondir, vous avez comme toujours une bibliographie pour aller plus loin. Nous vous donnons rendez-vous, pour ceux qui le veulent, le mardi 26 mai 2020 pour parler d'un autre sujet dont on parle beaucoup sur le transhumanisme, quel avenir pour l'homme. Je rappelle enfin que nous continuons toujours à rechercher quelqu'un qui nous aiderait à organiser ces soirées, qui serait excellent en nouveaux médias, en réseaux sociaux. Et puis, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez laisser un don pour nous aider à financer ces soirées, et notamment l'enregistrement de ces débats, parce que pour ceux qui les ont ratés, qui sont arrivés en retard ou qui voudraient revoir les précédents, tout ça est accessible sur le site repèresetperspectives.fr. Et donc, je vous donne rendez-vous au 26 mai. Bonne fin de soirée à tous.